Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé, de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré aux spécialistes de Patrice Lecomte, sorti le 13 mars 1985. On va en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure parce qu'une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux. Comment ça s'est passé ? On ne peut mieux. Épatant, tout va bien. Demande-lui. Ouais, t'as raison. Ouais. Les hommes de Mazetti nous tirent dessus. Ils ont doublé le système de sécurité au casino. Donc le cas c'est impossible, à part ça tout va bien. Comment ça, tirer dessus ? Avec des balles. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de ce film nous deux. En compagnie, encore une fois, de mes deux compères, eux-mêmes des spécialistes. Bonsoir Bertrand, comment vas-tu ? Bonsoir Thomas, ça va extrêmement bien comme à l'accoutumée. Ah, tu t'es trompé d'émission par contre, je crois que tu es dans une émission avec Brigitte Lahaye, là, il me semble. Bonsoir, comment va votre kiki ? Alors, du coup, je vais te poser la question. Bonsoir Thibaut, comment va ton kiki ? Bonsoir, c'est ma chamérie. Voilà, donc le ton est donné et mon kick se porte à merveille. Merci infiniment. Et toi, comment ça va, tiens d'ailleurs ? Ah bah écoute, comme un lundi, sachant que nous ne sommes pas lundi, mais tous les jours. C'est pas loin. Hein. Dans mon cœur, c'est un peu lundi toujours. Ouais, c'est pire. Comme un dimanche, c'est encore pire. Oh mon Dieu, quel enfer. Et au niveau de ta petite kikette, est-ce que ça va bien ? Au niveau de la quine, t'en es où ? Ah, quine ! Alors, on est pas mal. Donc ce soir sur un épisode bien franchouillard. Donc ouais. déjà là, dans l'épisode, ça, j'ai mon sauce-bac, mon accordéon, j'ai une collègue de béret à l'arrière et j'ai des figurines pop effectivement de béret et du mime Marceau. Et de Gérard Depardieu, bien sûr. Je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Tu fermes ta gueule ! Voilà. Et paf voilà, dans la allez. Alors donc on est non, donc plus du tout en fait. Non, pas du tout en fait, plus du tout. Donc bah, ça l'a toujours été. Donc oui, ça l'est un peu toujours dans notre cœur à nous, ce sera toujours un gros porc. Qu'il aille se faire. Donc, un épisode donc je disais bien franchouillard ce soir. Donc parce qu'une fois n'est pas coutume, ce soir on va parler d'un film bien de chez nous parce que nous aussi on sait faire des films. Les Américains ont peut-être Stallone, mais nous on a Pierre Richard. Et ils ont peut-être Schwarzy, mais nous on a Sim. Ok. Juste en préambule comme ça une petite question. Est-ce que vous avez regardé le film en VO ? Ah bah j'ai cherché la version VO, je ne l'ai pas trouvée, putain. Et ben elle était sur YouTube, figure-toi. Moi je l'ai maté en VO et voilà, j'ai loué le film, et parce qu'il y avait la version VO sous-titrée d'ailleurs, ça a été vraiment un gros plus, ça coûtait 17 € quand même. Ah ouais. Oh putain. Donc, en même temps, on est sur du YouTube premium. En même temps, il les vaut. Ouais, il les vaut largement. Il les vaut amplement. Alors là, loin de moi l'idée de allez, on peut l'idée de y aller, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'on fait quand même l'épisode ? Mais on va aussi parler de... Allez. Si vraiment, je sens que les gens vont râler s'ils attendent à moi et qu'on a que ça à leur proposer, donc faisons l'épisode quand même. Allez, c'est parti. Donc Tu sais comment ils sont, de toute façon. Putain. On n'est pas... Et c'est parti donc pour les spécialistes. Le film s'ouvre donc sur la sortie de prison de Gérard Lanvin. Donc, qui m'a fait beaucoup penser à Ah ben non, c'est lui, c'est bon. Ah, Gérard Lanvin ? C'est bon. Ouais, exactement. Il y a des Au points début, communs. je me suis dit ça. Après, non. Mais au début, ouais, quand même. Moi, ce que j'ai trouvé très bizarre, c'est qu'il ne mangeait pas de yaourt. Et en plus, c'est Oui, Richard voilà. Berry. Moi, donc, franchement, il n'y a aucune raison. Moi, ça m'a toujours paru bizarre de toute façon. C'est ça. De l'imaginer manger un yaourt et le fait de le voir. Je l'ai imaginé manger un yaourt, je me suis dit non, ça me fait bizarre. Ouais, ça aurait été Berry, ça aurait été nickel, tu vois. Voilà. Mais là, non. Donc au cours d'un générique d'une durée d'à peu près 3 semaines, sur un... Voilà, oui, très ni long, plus ni très long, moins. voilà. Donc, du coup, si Sur vous un ne l'avez thème pas vu et qui- que vous envisagez de le voir, vous lancez,
Vous laissez Oui. passer un petit mois et vous revenez. Oui, voilà, vous partez 2 semaines au Touquet, vous revenez tranquille, alors surtout, pensez à prendre plus de slip que la durée du voyage au cas où, au cours de ce voyage, vous perdriez contrôle de vos sphincters, hein, comme on fait tous. Ah voilà. Un accident est vite arrivé, Voilà. sachant que on vieillit pendant le générique. Hein, beaucoup. Bien sûr, bah oui, tout à Moi, fait. je sais que j'ai fêté mon départ à la retraite pendant le générique. Donc, du coup, Eh oui, et ça, j'ai eu alors. 3 gosses. Je me permets de vous arrêter une seconde, je reprends la liste. On a parlé de Kékette, on a parlé de caca. Il ne manque plus que Éric Ciotti. Donc, le film, 3 semaines, sur un thème donc composé par Éric Ciotti. C'est bon, le bingo. Donc sur un thème qui fait l'effort d'être là, hein, voilà, très conceptuel. Je sais pas ce que je me suis dit d'entrée. Je me dis tiens, on est en 1985, ça s'entend, c'est très audible. Non, mais de ouf. Et par contre, j'ai vraiment l'impression, la sensation que ce genre de générique était très ancré dans l'époque. Oui. Pas que dans les films français, mais beaucoup de films près-1990, je dirais. Voire même après, puisque Twister aussi avait un générique interminable. C'est vrai. Ça se faisait beaucoup, maintenant ça se perd un petit peu. Heureusement. Et oui, heureusement, tant mieux. Hein. Mais après, c'était bien. C'était une manière aussi de se mettre en jambe pour le film. Tu sais, tu te dis, Oui. t'y es, hop, tu fais ton stretching un petit peu, tu te chauffes, tu te mets du talc sur les mains, puis c'est parti. C'est de la Tu magnésie. peux. Voilà. Oui, non, moi c'est du talc. Ça. Parce qu'après, je me mets sur les joues. C'est très agréable. Et la musique est assez terrible. Ouais. On dirait, il y a une musique symphonique qui est plutôt composée. Et t'as un espèce de guitariste avec son petit ampli tout merdique qui fait. C'est absolument ignoble. Tu le fais très Mais oui, bien finalement. mais Ouais. Et c'est vrai, ouais, fut une époque où en fait tu avais donc comme où il y a un générique de fin, il y avait un générique de début. Et c'est vrai que ça s'est perdu. Oui, Ou alors c'est ça. maintenant, ce qui se fait plus, c'est les prologues où ça coupe et au bout d'un moment, tu as le titre très tarantinesque où tu as ce titre au bout d'un quart d'heure de film. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais. Et souvent, alors tu avais aussi le truc où ça permettait de mettre une partie de la BO en avant aussi, parce que c'était pas mal, surtout dans les films américains, où tu avais, je sais pas si vous vous souvenez, cette période qui me manque énormément, où tu avais la musique du film. Et j'adorais ça. C'est-à-dire, C'est-à-dire, par exemple, tu avais Men in Black, et ben ils avaient fait la chanson Men in Black. Ah oui, Voilà. le morceau qui Le morceau, accompagne voilà. le film. Ouais. C'est ça, qui sortait exprès, et surtout que c'était souvent des vrais artistes, et j'adorais ça, moi, perso. Ils l'ont refait il y a pas longtemps avec le Top Gun Maverick, où c'était Lady Gaga qui avait fait la BO du film. Ouais. Ça, c'était une spéciale dédicace pour toi. Tout à fait. Et après, non. D'ailleurs, là, deux têtes comme ça, qui a fait la musique des spécialistes Ta mère. Bah, c'est Éric Ciotti, je te dis. Quasiment, c'est Éric de Marsan. Ah. Pour de vrai. De Mont-de-Marsan. Oui, voilà, je pense, ouais. Mais on l'appelle de Mont 2. Donc, on va enchaîner. Ça fait déjà 7 heures que l'épisode a commencé. Oh, Donc, comme d'hab, tu sais. le convoi donc, de Gérard Lanvin croise donc un autre fourgon pénitentiaire fort mal en point, hein, contenant un prisonnier lui-même fort mal en point, qui visiblement est en train de mourir de chaud. Donc dans Oui, parce qu'il a l'air de faire gros cagnard. On est dans quelle région d'ailleurs autour de Nice, puisqu'on le verra un peu plus tard, mais c'est cette divine époque où les canicules, il faisait 29 degrés, là, où tu sais, en fait, il a un blouson en cuir, dans le gros, tu tombes le blouson, l'affaire est réglée, t'auras plus chaud. Oui, voilà, c'est ça. Mais sauf qu'il peut pas, c'est une image de marque. Et voilà. Tu dois respecter le produit. Exactement. Tu dois le mettre en avant, tu dois lui donner toute sa rondeur, tout son corps, son énergie, sa personnalité, et où tu dois l'offrir au public bien vêtu, bien charnu, bien emballé. On continue l'épisode. Vous pouvez aussi nous annoncer donc la composition de votre équipe ce week-end, vous jouez contre le BO, je crois. Oui, bien sûr, numéro 8, si tu veux. Moi, j'y ai mis l'Éric Ciotti. Et on va se prendre des cartons, cette espèce de tête de con. Ça, c'est sûr que la déculottée va tomber, ça tu peux être sûr. Ça, le 15 d'en face, il va plus être que 6, ça fait. Allez, enchaîne. On parlait de quoi déjà? Du fils à Jo, je crois. Ouais, je suis désolé, je reviens dessus. T'as parlé d'un quart de Gérard Lanvin. Alors du coup, je voyais un quart rempli de Gérard Lanvin. J'ai trouvé ça C'est génial. ça, ouais, c'est ça. Non, moi je voyais que la moitié en haut à droite. Gérard Lanvin. Ça va être trop long, ça va être extrêmement. Non, mais comme on n'a pas grand chose à dire sur le film finalement. Oui, soyons parfaitement transparouches. Le convoi de Gérard Lanvin s'arrête pour aider le convoi du prisonnier qui a chaud dans son convoi. J'adore le mot convoi, vous l'avez remarqué? Ouais, excellent. Ah, mais c'est ça qu'on voit. Ah ouais. Oh. Et donc, en attendant de venir à leur aide, il
il menotte, pas il prisonne, il menotte les deux mais il prisonniers. prisonne. Donc, ça peut être désormais le verbe prisonner. Tout à fait. Donc il menotte les deux prisonniers l'un à l'autre. Mais là, stupeur, déjà, je pense que tout le monde l'entend, et Bertrand est en train de se déguiser en Maverick. En Pete Mitchell. Il l'avait entendu pour la cabane dans les bois quand c'était moi. Là, voilà, c'est bon, il n'y a pas de raison. Ça claque la classe. Donc, le deuxième protagoniste donc, n'est pas si mal en point, finalement. 29 degrés et une veste en cuir, c'est pas ça qui va l'arrêter, finalement. Donc, il ouvre un œil. Se relève subrestissement, j'ai envie de dire. Il embarque. Tu peux redire ce mot, s'il te plaît ? Bien sûr, subrestissement, comme un podcast, quoi. Il embarque donc son camarade. Il descend un policier et cela crée le point de départ d'une cavale où les deux hommes vont être liés aussi bien par le destin que par les menottes. Et on écoute tout de suite un extrait de son nouvel... Non, c'est pas ça. De Michel Berger, Le Paradis Blanc. Donc, au cours d'une course-poursuite à durée variable, j'ai envie de dire, où l'on apprend le nom des deux héros, à savoir Paul Brando, incarné par Bernard Giraudot, et Stéphane Carella, alias Gérard Mani de l'âge de glace l'an 20. Carella, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si c'est un truc particulier, mais dans La Cité de la Peur, c'est le nom du contact. Ah bon ? Au tout début, il lui dit « Votre contact s'appelle Carella ». Et il lui dit au tout début du film. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil ou autre ? Je ne sais pas. Et c'est aussi, je crois, c'est le lien avec Olivier de Carella, qui peut te changer. Il peut changer une pièce de 2 euros si ton pare-brise fait la taille d'Olivier. Si Gérard Lanvin fait la taille d'une pièce de 2 euros, je crois que tu peux lui mettre de la résine. Voilà, pour le réparer. Voilà. Donc Gérard Lanvin, donc, qui est visiblement dans le film une vedette. Bertrand J'ai rien compris. Donc c'est une vedette. Et là, attention, un spécialiste du cambriolage de haut vol. Donc Brandon lui propose de rejoindre la côte, située à 7 mètres de là où il se trouve. Clairement. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, il lui dit je voudrais aller faire un casse. Il parcourt littéralement 7 mètres et pouf, ils sont arrivés à Nice. Ils sont vraiment à 7 mètres dans les montagnes. Je pense qu'ils étaient dans le Haut-Nice. C'est ça. Donc il lui propose donc de rejoindre Nice pour y opérer le casse du casino le plus cheapos de l'histoire, parce que franchement il fait cheapos le casino. Bon, après c'est 85, je ne connais pas les casinos de 85, mais je crois que c'est Oceans 2.5 c'est ça, il me semble aussi. Voilà. Parce que petite précision, c'est pas un casino à Nice, c'est un casino de Nice sur l'Adour. C'est à côté de Rabas. Oui. D'accord. C'est ça, c'est dans les Landes profondes. Alors ce que j'aime, c'est donc ils veulent obtenir cette fameuse somme de 3 milliards de francs anciens. C'est qui fait aujourd'hui une trentaine d'euros, je pense. Alors, avec l'inflation. Je me suis amusé à faire le calcul parce qu'il y a des trucs pour calculer avec l'inflation, transformer en euros, tout ça. Ouais. Et on est aux alentours de 167 milliards d'euros. Ah bah oui, ça explique quand même ce qui est beaucoup. Ça peut être intéressant. Oui, non, c'est pas si mal. C'est pas mal. La sécurité est pas ouf pour 167 milliards d'euros. Et tu peux te dire qu'ils en font des bingos avec ça. Ah ouais, là pour le coup, à mon avis. Oh pétard, ça du jambon, ils doivent en acheter par paquet de 10. Allez. Donc ils finissent par... Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de jambon, je sais plus ce que ça vaut. Réussir à s'échapper. Tu nous parles de tes courses, Thibaut, s'il te plaît ? Tu nous parles de tes courses, Thibaut, s'il te plaît ? Non, parce que tu parlais de jambon. De mes courses. De tes courses, tu parles de jambon... Oui, c'est vrai. Alors, bien simple. Lis-nous ton ticket de caisse. Alors, je vois, il y a... Ah, tu penses bien, je les garde pas, je suis 2.0. Hein, moi, il y a 7 kilos de steak haché. Avec de la viande hachée. Ça n'est pas pareil. D'accord. 8 pelles de Lachaud. Il y a Philippe Lachaud, une photo en tout cas. Donc, oui, bon voilà. Ensuite, donc ils font donc cette fameuse course-poursuite donc avec la police, donc dans la montagne finalement, donc à 7 mètres de Nice. Et donc au cours de la course-poursuite, ils arrivent donc chez la personne la moins méfiante de l'univers. Donc là, je voudrais juste faire un premier point. Le film, je sais pas où vous l'avez vu, moi je l'ai regardé sur MyCanal. Le film a été remasterisé en 4K, je l'ai trouvé magnifique. Ouais. Je trouve notamment dans ses plans, il y a des plans incroyablement beaux. Quand ils arrivent chez la personne la moins méfiante de l'univers, il y a ce plan où filmé derrière un arbre là qui est très joli. Il y a beaucoup de plans presque en drone, on a l'impression. Enfin, le film, je l'ai trouvé vraiment très beau. Oui, l'image est vraiment magnifique. Quoi. Les plans justement sur la Méditerranée qui est à 7 mètres sont vraiment particulièrement beaux. La montagne est belle, vraiment c'est classieux. Oui. Jean Ferrat, si tu nous regardes.
Donc voilà, je me suis fait la réflexion de me dire putain, le film a vraiment été très bien remasterisé. Pour le coup, il est vraiment. Ouais, et puis Patrice Lecomte prend beaucoup effectivement le temps d'implanter son décor et de filmer la région qui quand même a des trucs à dire visuellement. Et voilà, c'est vrai que ça rend, c'est vraiment du plus bel effet. Ça rend hyper bien à l'écran. Et c'est vrai, on est content d'y être dans cette rivière-là, quoi. Donc c'est et très tout chouette. ça tout en réussissant à remporter la Coupe Davis en plus. Donc premier donc il trouve Ouais, il a mis un petit peu de temps à arriver. il trouve donc refuge. Tu l'as pas, Bertrand? Non, je l'ai pas. J'ai rien ce soir. Patrice Henri Lecomte. Ah Henri mince, Lecomte. mince. Voilà. Donc les deux hommes, ils trouvent donc refuge chez Christiane Jean, donc qui a été vue dans Les Filles d'à côté essentiellement, probablement dans la suite les nouvelles filles d'à côté, ou après probablement dans la suite les anciennes filles d'à côté, ou probablement dans la suite les anciennes filles d'à côté contre les nouvelles filles d'à côté, ou dans la suite les filles d'à côté contre Predator. Mais là, ils envisagent de faire les filles de l'EHPAD, tant qu'à faire. Voilà, bah oui. Les filles de l'EHPAD d'à côté. Et finalement, il y avait le season finale. Oh putain, tu savais pas, les filles d'à côté sont plus là, quoi. Ouais, elles sont déménagées. Le nom était très long, Voilà, ils l'ont ça. annulé de toute façon. Et après, il y avait un sous-titre, c'était mais il leur arrive quelque chose? Non, elles ont juste déménagé parce qu'elles avaient elles ont 70 ans, elles se sont dit que la coloc, il y a un moment, ça va bien. C'était ça. Acheté une baraque au C'était Pays trop long. Basque. Voilà. C'était trop long. Donc il trouve refuge donc chez Christiane Jean, donc qui joue effroyablement mal. Hein. Ah oui. On sait, voilà, elle a fait les filles d'à côté, on sait pourquoi. Voilà. On sent qu'elle est, elle est au top. Là, sa carrière, elle est au taquet, elle fera jamais mieux, quoi. Mais sincèrement, Moi, j'avoue que ça m'a pas. Pardon, sur cette vas-y, première vas-y, réplique, j'ai vraiment eu la sensation que Patrice Lecomte était là. Coupé, tu peux la refaire un peu plus mal, s'il te plaît? Avec le fameux « on parfait ». Excusez-moi, on y croit. Faites-la picoler, s'il vous plaît. Ah, c'est de la merde, on la garde. Et est-ce que il y a des moments dans le film où elle vous a pas fait penser à quelqu'un, une autre actrice? Non, je sais pas, moi j'ai vu des cheveux, comme à l'accoutumée. Toi, Je me suis caché sous le le point canapé. cheveux, on va y revenir. Bah, du coup, oui, à Matthew McConaughey. Non, mais moi, il y a un ou deux plans où j'étais frappé à quel point c'était un sosie de Amy Adams. Ah, non, ça m'a pas. Ouais, non, Bernard je sais que Giraudot. dit comme ça, c'est. Oui. Ah, d'accord. Oui, non. Oui, oui. Ah, Christiane, non, pas du tout. Non. Bernard Non, mais en Giraudot, l'occurrence, ouais, si mais- Christiane Jean, il y a vraiment un ou deux plans, je dis, wow, putain, mais c'est frappant. L'expression, mais tout, quoi. Tout. Et l'image d'après, non. D'accord. Ok. Je joue pas, par pitié. Donc cette Christiane Jean, donc qui joue effroyablement mal. Laura, il me semble, elle s'appelle. J'ai plus ça, par il me contre. semble. Donc elle joue très mal. Je vais le répéter souvent parce que c'est vraiment. En fait, à chaque fois que tu sais qu'elle va dire un truc, t'as un petit frisson. Tu dis ça va pas bien se passer. Ce truc, c'est comme quand tu sens venir un jumpscare dans les films d'horreur. C'est ça, pareil. C'est la même chose, tu sais. T'as les sphincters qui se resserrent. T'es pas Et bien. ça doit être Tu dis, très ça va compliqué. arriver. Ah putain, ça va passer. Bonjour les C'est là, tu te garçons, bouches les oreilles. qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes les bienvenus. En plus avec une voix extrêmement désagréable, hein. Vraiment. C'est bizarre la vie. Il y a des choses que je comprends pas. Ouais, Oui, non, c'est vrai. elle a ce son années 80 où quand tu parles, il faut que tu entendes le bruit des cailloux quand elle marche, le bruit des oiseaux qui cheat, Ouais, il faut que c'est tu entendes la totalité des sons. En fait, tu sens que le noise gate n'existait pas en France en 1985. La technologie n'était pas encore arrivée à Paris. C'est bête, tu sais, mais j'ai un peu perdu le goût de rêver. Donc Des cette, oiseaux qui te chipent. J'imagine des oiseaux noirs qui se regardent de bas en haut. En se chippant. donc cette Christiane Jean, donc qui porte un lourd fardeau. Visiblement, hein, parce alors soit elle essaye de jouer neutre, elle n'y arrive pas, soit elle porte un lourd fardeau, donc ça l'amène donc à accueillir chez elle des meurtriers en cavale, puisque donc on a appris auparavant, donc ou plus tard, je ne sais plus, mais on apprend que Brandon en fait. Non, je c'est crois sur que la plus tard. route, ouais, je crois. Non, il me semble que c'est. Ah, attends, je sais plus. Ah, Je sais plus sur si la c'est route, dans ouais. les Ouais, dans la péripéties montagne. qu'ils ont, parce que tu l'as pas dit, mais ils passent quand même par la montagne. Il y a des coups de. Il faut qu'on escalade donc ce petit muret de 7 mètres. Oui. Et il y en a un qui manque de tomber, donc l'autre le rattrape, il est vrai. suspendu par les menottes. Ce qui doit être très, très, très douloureux quand même. Oui, c'est vrai. Mais, Alors, petit détail, plus tard dans le film, on le voit qu'il il a un bleu, il est marqué au niveau Oui. du poignet. Ouais, c'est vrai. Ils ont pensé à ce C'est assez détail. habile. Ouais, ils ont oublié 1000 détails dans le film, mais celui-là, ils y ont pensé. Ouais. Et il y a pareil, alors, un truc qui est très drôle, c'est pareil, c'est juste pour donner une belle scène, je pense. Toute cette scène d'escalade où tu sens que c'est impossible de monter, sauf si t'es une chèvre ou Spider-Man, mais clairement personne n'est capable de monter là. Ils arrivent dans cette grotte, on leur tire dessus, du coup ils redescendent. Oui, il se jette dans l'eau. Voilà. Tout à fait. Il passe une demi-heure à monter et puis, on y va. Ouais.
Ouais. Alors que du coup toute la montée, du coup tu sens qu'il y a un côté putain si on tombe on est mort, mais quand tu sautes de la grotte c'est pas pareil. Par contre tu meurs pas en fait parce qu'il y a Oui, le checkpoint de la grotte qui fait que tu peux sauter. Tu peux Mais respawner. en fait, ils sont pas allemands, donc ils sont oui, c'est pas vrai. solubles dans la chute. C'est donc vrai, c'est bon. vrai qu'ils risquent Je pas de rappelle fondre. un petit tie-up avec l'épisode de Die Hard. Du coup, je rappelle que l'allemand est vite fracassade dans les escaliers. Oui, quoi. il ne Tout à prend fait. que des L'allemand, petites non. pentes très douces. Que des bandes. Pas plus de 4%. Alors, on va utiliser un pitch. Là, c'est vrai. Je me rends compte, quand j'ai écrit notre conducteur, le pitch n'a pas vraiment le lien entre les scènes, parce que c'est également le C'est cas vrai. du film. Je sais pas si vous avez eu ce sentiment en le regardant, mais les scènes, elles s'enchaînent parfois, donc avec limite un peu de contradiction, parce que du coup, ça va tellement vite que le souci, c'est qu'il dit blanc et il dit noir 4 secondes après. Finalement, le film dure 1h29. Je pense que 20-30 Ouais. minutes de rap, ça aurait vraiment pas été du luxe. Parce qu'il y a vraiment il y a pas mal de scènes où, plus tard dans le film, notamment les scènes de bonheur qui d'un coup sont plus du tout des scènes de bonheur, mais vraiment à l'espace d'une seconde, enfin on y reviendra, mais je trouve que le film va hyper vite. Ouais. Et du coup, C'est vrai. il est bizarrement On n'est monté. plus du quoi. tout habitué à cette rythmique-là. hein. C'est ça. Comme ça m'a fait penser beaucoup à une phrase de Karim Debache qui parlait de Rollerball, je crois, où il disait qu'en regardant le film, on voit les cicatrices du montage. Et là, clairement, Oui, c'est vrai. il y a des cicatrices partout et ça suppure, quoi. C'est Toutes les petites erreurs de montage parsemées dans le film sont comme des cicatrices d'une opération réalisée par un trafiquant d'organes alcooliques. Donc on va ensuite, Paul, ce bon Polo, donc voilà, notamment donc, La je Polasse, reviens sur ce que ouais, je comme on disais. l'appelle. Donc là ils sont à la maison et pouf d'un coup il est dans un sous-sol d'un parking, mais comme c'est une grosse ellipse, tu dis c'est bizarre parce que du coup ils sont plus recherchés, du coup ils sont plus en cavale, ils sont plus chez la dame qu'est-ce qu'elle leur veut, voilà, ça va un poil trop vite entre les scènes. Après je pense c'est juste pour aller à l'essentiel. Oui, voilà, parce c'est que- pas ça que le film veut raconter. Ouais, quoi, au parce que final. pour le coup, en plus, je pense, j'ai pas réussi à trouver de trucs là-dessus, mais je pense que le film est une espèce de All-Star Game, hein, parce que à l'époque, Bernard Giraudot, Gérard Lanvin, Patrice Lecomte, quand tu regardes dans les producteurs, t'as des noms, des Oui, mecs il y du avait des- Splendide, enfin, j'ai quand même l'impression que c'est une espèce de All-Star Game et que le film, comment dire, moi j'aime bien le film, c'est un film sympa, mais qui du coup ne justifie pas d'avoir autant de monde, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a trop de noms sur l'affiche et trop de noms dans l'équipe technique pour justifier d'avoir de donner ce genre de film. Et en fait, est-ce que c'est pas juste un film de commande, histoire de dire tiens on va faire du blé sur le fait d'avoir les deux en même temps ? Je sais pas trop. Ah, peut-être, Mais, je sais pas. ouais, mais, je sais pas. Après, je sais pas, le film a pas l'air si malade que ça, quoi. Non, je pense pas qu'il soit malade, mais il y a des fois où c'est comme tout en fait. Hein, si t'as une Ferrari pour faire les 100 mètres qui t'amènent jusqu'au Carrefour Market en bas de chez toi, je pense que toi c'est le même truc. C'est que si tu fais un film en recrutant 1 million de gars, mais pour faire, tu vas pas aller chercher 10 acteurs oscarisés pour faire les bronzés 4. C'est va y avoir quelque chose qui va clocher dans le temps, quoi. Et là, je me demande s'il y a pas peut-être cet effet-là. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, il y a quand même des scènes d'action. On est quand même sur du tournage plein air aussi. Oui, décors oui. naturels, tout Autant ça. Je c'est un pense que film ça, qui a quand doublé. même, c'est pas un film qui se laisse, qui sera le nombril, quoi. Il se passe des trucs, ça bouge, c'est cool, quoi. Donc Ouais. à mon avis, non, je sais pas non plus. Mais je pense que, clairement, la sensation que ça me fait, c'est que c'est un film qui était au départ extrêmement ambitieux. Il voulait vraiment faire un grand machin, parce que quand tu vois justement ce qu'on disait tout à l'heure, les scènes d'extérieur au tout début sont particulièrement bien filmées, tu sens qu'ils ont pris le temps. Et après, ça s'accélère et et le film est presque bâclé à la fin. Je pense qu'ils ont dû éclater le budget et revenir en arrière sur leurs envies, quoi. Enfin, sur leur capacité plutôt. Ouais. En fait, ils ont claqué tout le budget juste sur le début. Ils se sont dit on est dans la montagne, on en profite, on y va à fond. Et au final, le film devient un poil plus terre à terre. En fait, le problème, c'est que j'avais jamais eu ce ressenti parce que je l'avais jamais regardé en l'analysant, mais j'ai vraiment ce sentiment que le film, il sait pas trop où se placer. En fait, au début, ça part un peu avec... t'as une ambiance un peu de comédie, et puis t'as des moments où ça devient beaucoup plus sérieux, des moments où ça devient un film policier, t'as des révélations quand son parent... Le film, j'ai l'impression qu'il a du mal à savoir où il est. Et c'est peut-être ça, en fait, le souci, comme on disait, c'est peut-être que, justement, comme c'est un film qui se voulait peut-être un plus gros film, en tout cas, tu vois, là, c'est quand même la grande époque des Belmondo et tout ça, au final. Donc, tu te dis qu'à l'époque, il y avait eu des films comme Le Casse ou ce genre de choses, ou L'As des As et tout ça, qui étaient des films grandiloquents, mais qui racontaient pas beaucoup plus que les spécialistes. Et finalement, effectivement, le film devient peut-être trop terre à terre au bout d'un moment.
et ça donne, en tout cas c'est ressenti je trouve à l'image, alors sans que ce soit péjoratif, mais je trouve que ça se sent quand même à l'image. Ouais, et puis la remarque que je me suis fait, justement, tu parlais de Belmondo, c'est que tu sens que c'est un film qui est un post-Belmondo ou proche de cette époque-là. Et on sent qu'ils ont voulu faire le concept du Belmondo x2, du Belmondo avec deux acteurs à la place, quoi. Et avec les excellents Giraudot et Gérard Lanvin. Il est très beau aussi. Ah ouais, Giraudot, il est magnifique. Ils sont magnifiques. Ouais. Ah ouais, les deux, ils ont une classe, c'est folle. Et tu sens que le réalisateur adore ça, parce qu'il fait des gros plans sur ses yeux en permanence. Il doit faire, comment il est BG quand même. Et après, ils se donnent en plus. Hein, les deux, ils s'éclatent, quoi. Ça se sent. Hein, ils sont trop contents d'être là. J'ai l'impression, en tout cas, ils sont extrêmement convaincants. Moi, je les ai trouvés très très bons. Ils portent le film. Bon, clairement, c'est eux les protagonistes, donc c'est normal. Bah, après, c'est pas Christian Jean qui va le faire, de toute façon. Ils pouvaient pas mettre un film dessus, c'est pas possible. Mais juste une VHS, les deux crèvent l'écran, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Et les deux crèvent l'écran, vraiment. Donc c'est un vrai plaisir à suivre. Donc on reprend. Donc on disait qu'on voit Paul apparaître comme par magie dans le sous-sol d'un parking avec un monsieur à moustache qui déjà a un bob absolument incroyable. Moustache, hein. Ouais, qui a une sacrée moustache et un sacré bob. Il ressemble énormément à Monsieur Patate. Je sais pas si vous avez eu ce truc-là, mais il ressemble beaucoup, je trouve, à Monsieur Patate. Donc il est interprété par Maurice Barrier. Donc voilà, on donne le nom, ça vaut ce que ça vaut. C'est le genre d'acteur, tu sais que tu connais sa tête. Tu sais que tu l'as vu dans d'autres films, notamment moi je sais que je l'ai vu dans un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Scout toujours. Ah oui. Très mauvais film avec Gérard Jugnot. Voilà. Très et mauvais. il fait le rôle du chef. Ouais, très mauvais, mais bon, c'est des films d'enfance. Tu sais, moi, dans mon souvenir, c'était super cool. Oui, voilà. Je l'ai Et pas en fait, vu depuis cette époque. il fait le rôle du chef des gitans. Chez qui ils vont regarder la télé, les scouts, un moment dans le film, voilà. Oh putain. Voilà, après, tu regardes, donc c'est un mec que j'ai regardé pour la déconne. C'est quand même un mec qui a une carrière de théâtre et de cinéma derrière lui qui est assez phénoménale. Donc là, encore une fois, c'est pas un acteur sorti du cul, quoi. C'est vraiment. D'ailleurs, je me suis dit en entendant sa voix, j'ai pensé que c'était un acteur de doublage pour avoir une voix pareille. Et en fait, non, il a pas du tout fait de doublage. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a quand même une voix. Et je sais pas si j'hallucine complet. Mais j'ai l'impression que ces scènes là de souterrain, enfin de parking et tout ça, ça se fait de moins en moins. Moi, la scène m'a quand même vachement évoqué les hommes du président et les rencontres avec Deep Throat et tout ça. Gorge profonde, vous avez demandé à me voir. Vous avez des révélations? Oui, des révélations d'une importance extrême. Gérard de baseball est pas crevé. Je crois, oui, les hommes du président, c'était bien avant. C'était bien 10 ans avant, je pense. C'est 76 ou 78, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc avec on était pas loin de 10 berges avant. Voilà, c'est ça. C'est évidemment les hommes du président et donc la classe américaine. Principalement. Mais la scène m'a vraiment évoqué ça. Je sais pas si c'est un truc qui continue de se faire beaucoup, ces espèces de rencontres souterraines. Tu veux dire en vrai ou dans les films? Comme ça. Dans les films. Parce que moi j'en fais tous les week-ends. Hein. En vrai, moi j'en fais assez régulièrement. J'ai changé des carte rencontres Pokémon. Bossa Nova avec les copains du tuning. T'imagines? On écoute le dernier album d'Elise Moon en boucle à fond dans le parking. Tu fais des échanges de cartes Pokémon comme ça pour donner un côté un peu plus, un peu plus rock'n'roll, un peu plus mystérieux. Ouais, exactement. Donc ce monsieur Barrier, donc voilà, on a ce fameux jeu, vous savez, lui il est décédé, il est décédé. Alors là aujourd'hui on fait l'inverse, on fait lui il est vivant. Voilà, vous allez voir, ça va faire gagner un temps fou. Ça avait été assez marquant pour ça. Et là vous allez voir, ça nous faire gagner un temps fou. Donc ensuite on retrouve Paul et Stéphane qui sont déguisés en assureurs, donc parce que donc ils ont grillé qu'il devait y avoir la visite annuelle des assureurs qui vérifient la sécurité du casino. Donc il y a cette scène qui est bizarre, qui tombe un peu au milieu de nulle part, où on les voit déguisés en réparateurs de téléphone avec Christian Jean, on sait pas où, en train de faire on sait pas quoi pour prendre rendez-vous à la place du mec qui était censé prendre rendez-vous. Donc on suppose qu'en fait ils ont pris un téléphone pour, je sais pas se faire tracer, ou j'ai pas compris mais cette alors scène. que c'était la grande époque des cabines téléphoniques, je trouve bizarre en fait cette scène. C'est ça. Et en fait c'est là que tu te dis, est-ce que le film il a pas été charcuté, quoi, en disant ouais c'est bon, dégage, on s'en fout, on veut juste voir Giraudot et Lanvin, on s'en branle du côté des à côté. Et donc voilà. Ouais. Parce qu'au final tu dis que t'enlèves cette scène où tu les vois donc en tenue de SOS Fantôme là, et qu'au final tu les fais direct comprendre, enfin tu les fais arriver au casino habillés en assureur pour la visite annuelle. Foncièrement c'était pas une différence notable sur le. Bon, mais après du coup le film aurait duré 1h26. Oui, voilà. Donc ça commence peut-être à faire quoi. Mais on n'est pas loin de ça au final.
Il dure combien déjà 1h29. Donc ils arrivent donc déguisés en assureurs pour faire la visite annuelle des assurances du casino, donc qui est tenue par des individus extrêmement patibulaires. Hein. C'est la version de Cheapos du parrain. Enfin voilà, ils ont des têtes vraiment, les mecs, on dirait un sketch du Palmacho. Pareil avec le chef du casino. Alors je n'ai pas retenu son nom, mais c'est un mec qu'on a vu pas mal de fois après. C'est des bonnes trognes. Tu connais pas leur nom, mais ils sont là dans tous les films. Ils sont là. Et ce qu'on appelle les trolls, les gueules du cinéma exactement. français. Donc d'une belle bande d'individus patibulaires, mais visiblement par contre il y a un DRH, puisqu'ils du coup ils recrutent des gens, et ils ont recruté un chef de la sécurité qui est complètement défoncé, parce que le mec, la façon dont il leur fait faire le tour, le mec il a rien à faire à travailler à cet endroit-là, il est beaucoup trop guiré, donc voilà, soit il adore son boulot, soit il est défoncé, mais en tout cas il y a un truc. Nous allons à présent découvrir la salle du coffre. Et vous allez voir, pour entrer dans la salle, c'est très simple. Le problème, c'est pour ressortir. Oui, cellule. Photographiant les empreintes digitales de M. Mazetti et de moi-même. La seule possibilité pour ressortir. Oui, mais imaginons que vous soyez pris en otage, vous, M. Mazetti, avec un pistolet sur la tempe, par exemple. Très pertinent. Mais comme vous le découvrirez tout à l'heure, il est impossible de commander cette porte quand on est deux dans le sas. Non, après voilà, ça a l'air d'être un gars extrêmement, tu sais, qui est très très fier de montrer à ces gens des assurances à quel point tout est au top, tout est au sommet, et du coup il est très très content de leur montrer. Mais c'est pour ça que c'est, on va dire, un coup bien joué. C'est qu'ils se font passer pour des gens que tu as envie de convaincre que ton système de sécurité est cool et que tu vas leur montrer de A à Z. Ouais, c'est vrai. Voilà, à quoi ça ressemble et comment ça marche et quelles sont les failles. Et heureusement que je vous le dis parce que vous êtes des gars des assurances. Hein. Mais là, franchement, des braqueurs, s'ils faisaient ça et ça, ce serait nickel. C'est ça. Ce serait incroyable comme ça. Vous vous rendez compte, vous seriez des braqueurs, je suis en train de tout balancer. Heureusement que vous êtes assureurs. Hein. Là, c'est open bar, les mecs. Les rondes mais prenez les rondes notes, sont toutes les 4 minutes, mais figurez-vous qu'il y a un trou de 30 secondes et que la caméra ne filme rien. Mais bon, je vous le dis, et ça, vous êtes des assureurs, vous êtes des gens sur qui on peut compter, vous. Vous, on peut croire. Vous voyez, là, vous ressemblez un peu à Amy Adams, vous. Donc vous, on peut vous faire confiance. Vous, je vous ai adoré dans Premier Contact, d'accord? Ils font toute la visite du casino. Donc dans une scène qui est très cool. Hein. Je suis très très fan de films de casse et donc toute la phase de préparation. Et j'adore cette scène après. Donc mis à part le chef de la sécu qui est fracasse, finalement la scène est vraiment cool. Mais franchement, c'est un film que j'ai regardé en boucle quand j'étais petit et que j'ai pas revu jusqu'à la semaine dernière. Et je me rappelais quasiment. Attends, pardon. Oui. Excuse-moi, pardon. Tu l'as regardé en boucle ou en boule? Parce que moi j'ai compris en boule. Oui, je mettais en boule dès que je voyais. J'étais prostré sur mon canapé dans un coin du salon. Je pleurais. Et j'ai hurlé pendant que je me passais à la télé. J'ai de super souvenirs, c'était incroyable. Excuse-moi, pardon. Non, mais c'est bon, ça va. Non, allez, pardon. Non, mais je le regardais en boucle et je me rappelais pas de grand chose, mais cette partie de visite du casino, je la connaissais par cœur, mais vraiment par cœur. Et mais je comprends, elle est extrêmement cool. Le guide conférencier est extrêmement drôle. Donc à la sortie du casino, le constat est implacable, le casse est impossible dans la mesure où effectivement ils ont quand même globalement pensé à tout, hein, finalement. Donc ils finissent par s'engueuler. Oui. Carella sort de la voiture et s'en va un petit peu déter, et il se fait arrêter par les hommes de Mazetti et se retrouve donc sous la menace d'une arme. Alors une scène improbable. Cette aussi. scène est à crever de rire. Ah ouais. Le moment où il se fait enlever, j'ai cru que j'allais hurler de rire. J'ai vraiment ri de bon cœur devant mon écran parce qu'en gros j'explique aux auditeurs et aux auditrices, il se fait embarquer, il va pour prendre le train, je crois, pour rentrer à Paris certainement. Et donc il va il va aller à Lyon, lui. À Lyon, et voilà, il va aller à Lyon. Et en fait, il va donc à la gare, et là, il se fait embarquer par des gens en costard qui lui disent viens avec nous et tout ça. Et je sais plus ce qu'ils lui disent, mais en gros, ils le menacent. Et lui, mais le réflexe, c'est au quart de seconde. Il dit mais non, mais j'en suis belge, je dois me rendre à Bruxelles. Il prend son pire accent belge, ça lui vient mais en un claquement de doigts, et c'est ultra impromptu. J'ai trouvé ça trop drôle. Et le truc, c'est que j'ai l'impression, quand tu écoutes, que tu as une différence de son. Je me demande, c'est pas un truc qui a été rajouté en post-prod. Faudrait regarder sa synchro labiale, mais j'ai l'impression que je sais pas, ça se trouve, ils ont rien dit et ils se sont dit vas-y, on va rajouter un truc. C'est pour ça que ce film, il y a un truc qui est pas net quelque part. Et puis il y a vraiment un côté post-prod. C'est assez cohérent parce que il y a un truc de, même dans son regard, il est pas particulièrement
particulièrement surpris. Oui. Il fait une tronche de non, pas du tout. Vraiment. Voilà. Mais sauf qu'en fait, il parle en belge et c'est à crever de rire. Quoi. Ah, et puis et il se rebiffe de ouf. Vraiment, on le rentre dans la bagnole, il se cogne la tête. Il se fait, oh, mais dis donc, les gars, vous avez qu'à me cogner la tête quand même. C'est ça. C'est ouf. Donc c'est pour ça cette scène est bizarre. Il y a vraiment un côté post-prod. Ouais, mais elle est à chelou. crever de rire. Quoi. Ouais. Sous la menace de l'arme, donc il le jette effectivement donc, dans un van et il l'amène dans une décharge de nuit. Hein, donc parce que du coup il y a zéro éclairage, hein, cette scène n'est absolument pas filmée et fait bizarre dans les voix. C'est un podcast, la scène. Oui. Et c'est ça, tu vois, qui me fait dire que là, pareil, il y a un truc bizarre, c'est que dans les deux personnes qui l'embarquent, il y a la voix de Jack France, donc qui était la VF de Robert De Niro, notamment de Mel Gibson, de pas mal de Pixar, qui a une voix très reconnaissable et on l'entend. Mais c'est aucun des deux acteurs. Donc, wow. soit après, ils ont noir, pris. Tu peux pas dire si. Ouais, ça, c'est d'abord on le voit un peu de jour. Non, soit ils ont pris, tu sais, ça arrivait à l'époque, comme ils étaient près de l'Italie, va savoir s'il y avait pas, ils ont pas pris des acteurs italiens ou une connerie comme ça, ou tu sais, des potes du producteur ou autre qui parlaient pas français, ou alors quelqu'un qui jouait vraiment mal et c'est Jack France qui passait par là et qui a rajouté sa voix. Parce que c'est vraiment dans la continuité de cette scène où d'un coup, en fait, le film, on dirait qu'il est mal doublé. Je trouve qu'à l'oreille, il y a un truc qui est pas clair, quoi. Et il y a sur toute cette scène, donc notamment le passage où il parle belge, où t'as vraiment avec l'accent belge, où t'as vraiment t'as un côté bizarre, en fait, dans le son, quoi. Donc je me dis. Ouais, mais bon, écoute, en tout cas, la scène est chelou, tout voilà, est chelou, c'est ouais. Incroyable. Et puis pareil, tu vois, en fait, là c'est pareil. Pourquoi t'as ce truc où il parle avec l'accent belge, il fait, quand il jette dans la voiture, machin, il ronchonne, et après la scène devient hyper sérieuse, il tire, il y a du sang, enfin, toi, toute cette scène, en fait, est-ce qu'ils ont pas essayé de dédramatiser justement la scène en rajoutant ces trois blagues en post-synchro, quoi, je ne sais pas. Il tire, il y a du sang, mais t'as quand même l'impression d'être dans les tontons flingueurs, quoi. T'entends les pistolets qui font... c'est ça, voilà. C'est ça. Donc après cette scène, donc là il y a Brandon qui arrive du diable au vert, j'ai envie de dire. Il descend tout le monde et boum, il rentre à la maison. Et là encore avec une petite ellipse, pouf, ils étaient là et pouf, ils étaient dehors et pouf, ils étaient à table et pouf, ils sont dehors. Et là en fait donc. Attends, juste Brandon vient sauver Gérard Lanvin de ses geôliers. Et il repousse les geôliers, mais à coups de pied, tu sens qu'il a fait du karaté, le mec. Il envoie des high kicks et tout. Fla. Écoute, c'est la prison. Non, c'est incroyable. Ça te forme un homme. Hein. Il s'est entraîné, quoi. Votre adversaire est maintenant de dos. Là, vous n'avez plus qu'à lui asséner à Wachamigeri. Enchaîné avec Ima Fegolri. Et enfin, vous l'achevez avec un vent qui pue intentionnel à effet vibratoire recto verso. Et là, en fait, Stéphane Carella, c'est pas le genre de mec à qui on lui fait. Et là, d'un coup, tout se met en place dans sa tête, alors qu'à aucun moment il a eu le moindre questionnement sur toute cette situation. Et là, bam, il comprend. Il prend le flingue et il tire sur. Il prend donc le flingue de ses détenteurs, je ne sais pas comment, de ses geôliers, comme tu dis. Ouais, ravisseur, merci, pas détenteur. Ratatouille. Il prend aussi, et donc il prend le flingue des ratatouilles de. Non, tu me fais dire des conneries là. Non, les gars, pro, allez, pro. Et il tire donc sur Brandon. Et là, c'est implacable. Ce sont des balles à blanc. On ne lui fait pas. C'est pas des vrais mafieux. Et là, bim bam boum, il lit le scénario et il comprend que Brandon, en fait, en vrai, c'est la marée chaussée. Comment il fait ? Ça, pour le coup, je l'ai pas vu venir, du coup, le twist. C'est vrai ? Et alors, moi, je sais que c'est un twist que j'adorais, et un peu comme Bertrand, c'est un film que j'ai regardé en boule pendant toute mon enfance. et j'avais, en fait, dans ma tête, ce souvenir que, en fait, c'était un twist que t'avais genre à 10 minutes de la fin. Ah ouais. Voilà, quasiment. Hein, parce que le film dure 1h29. Coup, on est pas loin des 10 minutes. Ouais. Mais j'avais vraiment l'idée que c'était un truc que t'avais à la fin. Imagine ce film un peu plus sérieux. Tu prends le même film, t'enlèves tout cet enrobage un peu bizarre et tu pourras avoir un truc de fou, quoi. Comme je te dis, façon Le Casse ou. En fait, c'est ça. Est-ce que ce film ne manque pas de Belmondo et de Georges Lautner et de tous ces gars-là, en fait? C'est bizarre, en fait. Est-ce que Patrice Lecomte a pas essayé de faire un Georges Lautner? C'est très bizarre. Il n'a pas choisi entre un vrai film de brigand et une comédie, quoi. Et un film et un du peu. Coup, le film un peu bégué. Oui, bégué complètement. Je sais pas, mais après, je pense que ce souvenir te vient du fait que cette question-là, au final, elle est traitée en 10 minutes dans le film. C'est pour ça que tu as l'impression que ça arrive 10 minutes avant la fin, c'est que c'est traité. Ok, il y a le choc de putain, t'es flic et tout machin.
Ok, il le gère, mais ça prend même pas 10 minutes, ça en prend vraiment une demi, quoi. Et c'est ok, d'accord, vas-y, on va le faire, c'est pas grave. Et puis c'est tout. Et puis en fait, du coup, c'est très très vite balayé. Du coup, ça n'a plus vraiment d'importance dans le film, sauf quand ils doivent l'annoncer à leur copine. Christiane Jean, merci, qui joue très Amy Adams. Voilà, qui joue très très mal Amy Adams. Et voilà, et donc du coup, je pense que c'est ça. C'est de là que vient ton souvenir, c'est le fait que ce soit quand même pas mal balayé. Ouais, parce que on est sur une très bonne idée. C'est assez comique parce que oui, comme tu dis, c'est une excellente idée. Tu te dis pourquoi ils font ce casse, machin bidule. Giraudot explique plus ou moins qu'ils veulent monter une guerre de gang entre les patrons de casino, parce que le patron du casino est un mafieux. Mais genre c'est oh là là, mon Dieu, t'es un flic, c'est insupportable. Bon, on le fait? Ouais, on le fait. Il se dit, pas de souci, je vais faire un casse avec un flic, quoi. Ouais. Tout va bien. Et parce que même un peu, soit dans la psychologie des personnages, t'as donc le fameux monsieur avec le Bob, Monsieur Patate, Bob Patate, qui en fait a ce truc, c'est lui le méchant, en gros. Alors que lui, au final, il fait son taf, il fait infiltrer un flic, il fait ce qu'on lui dit, mais c'est lui le méchant dans l'histoire. À aucun moment, tu as une confrontation entre parce que c'est un brigand magnifique, au final, Gérard Lanvin, c'est pas un tueur, c'est juste un cambrioleur qui fait des casses de haut vol, quoi. Et au final, t'as vraiment ce côté, on est, les méchants, c'est les policiers, nous, on s'aime bien, on sait pas trop pourquoi, instantanément, ils accrochent et ça devient des super copains, on sait pas trop jusqu'à quel point, parce que t'as une relation qui est vraiment ultra fusionnel entre les deux, assez rapide, et c'est ça qui est bizarre, c'est que du coup il n'y a pas un truc à la Hit, quoi, où tu peux incroyablement respecter ton adversaire, mais si t'es un policier et que c'est un méchant, ben forcément tu as quand même cette confrontation obligatoire. Et en fait tout le truc, c'est qu'ils essayent d'appuyer un peu là-dessus avec Giraudot, mais tu sens bien qu'à aucun moment le mec il remet en cause le fait que l'autre c'est un cambrioleur et lui un policier, quoi. Donc c'est parce que les gentils, c'est des cœurs libres. C'est ça que t'as pas compris, mon vieux. C'est des cœurs libres. Les autres, ils sont tout enfermés, tout cloisonnés. Tu comprends pas, c'est le parrain de son fils. C'est incroyablement bien fait. Thibaut, on sent que tu le travailles au cordeau. Bertrand, il l'a naturellement, mais toi, on sent qu'il y a du boulot. En fait, c'est là on voit la différence entre. Là, on sent la différence entre le talentueux et le besogneux, tu vois. Voilà, bah oui. Et pourtant, on peut dire que je besogne. Oh oui. Oh le bazar, j'en sais quelque chose. Donc, Brandon, qui est un troll, donc il amène Carella auprès de Bob Patate. De Bobby Kartoffel, comme on va l'appeler. Donc pour lui dire faites attention, est-ce que Carella est au courant? Mais il est au courant, Carella, puis il le sort, et donc du coup voilà, tout le monde est au courant excepté Christiane Jean, mais ça viendra plus tard. Et là je passe rapido, les scènes sans vraiment de logique s'enchaînent une nouvelle fois. Là pour le coup vraiment le montage ils l'ont fait à la serpette, et notamment donc cette scène où Brandon parle avec Christiane Jean. Qui prouve qu'elle peut jouer encore plus mal qu'au début du film, parce que là vraiment elle joue très très mal. Et ils sont à l'Aquasplash, apparemment elle y travaille à l'Aquasplash, elle est en train elle nourrit des dauphins, Marineland, et lui il est là, donc en fait c'est pareil, tu vois, ils rajoutent des traits au personnage, mais instantanément, genre elle travaille au truc, et lui il le sait, mais comme nous on n'est pas au courant, il y a un côté ok, il le sait, il y va. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, je fais les spectateurs. Mais on devait pas se retrouver là-bas? Si, mais je voulais te voir avant. J'arrive. Paul, t'es fou de te balader comme ça, tu prends trop de risques. Et en fait, ils sont en couple depuis 5 ans. Voilà. Mais alors qu'ils ne le sont pas. Et en fait, c'est très bizarre. Tu sens je pense qu'à un moment, il a été question peut-être de créer une espèce de triangle amoureux, mais que l'idée a été oubliée. Pas de bol, cette scène, elle est encore dans cet esprit. Elle avait déjà été tournée. On va pas la jeter quand même, parce qu'on en a 13 dans le film. Et les dauphins, ça coûte cher. On peut pas se permettre. Et les dauphins, ça coûte cher. Ils ont dû faire privatiser l'Aquasplash pour l'après-midi, donc pas question. Et comme ils les ont bouffés juste après le tournage, à mon avis, ils pouvaient pas refaire les scènes, donc ils se sont dit bon, tant pis, on garde. C'est exactement ce que j'ai noté. J'y mets en témoigne cette scène où Brandon parle avec Christiane Jean
au cours d'une visite à l'Aquasplash et où, visiblement, ils s'aiment. Voilà. Ouais, On peut pas la résumer autrement. Parce que Non, mais c'est ça, quoi. pendant qu'ils discutent, arrive une espèce de musique de cauchemar des années 80, la musique du moment sentimental qu'on aurait pu avoir dans La Boum ou dans Les Bronzés, ou dans un film de cul, au choix. Et c'est vraiment... Oui, c'est la même chose à l'époque. Parce qu'elle joue, pareil, elle en joue tout cas. comme une actrice de film de cul. Ouais. Bestie, vas-y. Tu parles jamais de toi. Faut pas m'en vouloir, mais j'aime pas bien ça. C'est comme tu veux. Ah ouais, complètement. Et tu vois, tu dis ça, ben regarde, tu dis Les Bronzés, c'est tout con, mais déjà, qui c'est le réalisateur ? C'est Patrice Lecomte. Oui. Et Les Bronzés 2, la musique des Bronzés, c'est... comment il s'appelle celui qui chantait au Nord, Les Corons. Pierre Bachelet. C'est Pierre Bachelet qui a fait Just Because of You. Voilà, c'est lui, sachez-le, qui a fait ça. Mais c'est également lui qui a fait la musique d'Emmanuel. Donc tu vois, finalement, les morceaux se recoupent. Et c'est absolument magnifique. Et il y a clairement une scène qui a été coupée avec les deux mecs et la jeune fille. Et... Voilà, c'est ça. Elle clairement, est dans Emmanuel 7. Oui, tout à fait. Le retour contre Predator, contre les filles d'à côté. Emmanuel 7 avec Predator contre les filles d'à côté. Ouais, c'est ça. Le team-up et le crossover le plus ouf. Donc il y a un instant fugace de bonheur juste après, donc où ils se retrouvent donc tous à la maison. Ils sont tranquillement en train de faire cuire une petite cuisse d'agneau, un gigot, comme ça, la ficelle. Bon, un gigot, la ficelle. Ouais, voilà la ficelle. Ouais, voilà. Putain, le morceau bon. là. Moi, c'est mon acteur préféré du film. Là, le gigot qui joue beaucoup mieux que Christian Jean dans cette scène. Oui. Il est important de le noter. Et là, qui a l'air nettement mieux cuit également. Oui, tout à fait. Et donc là, il leur apprend la vérité. Du coup, elle réagit en jouant encore plus mal. Et là, c'est bon, cette fois. Du coup, tout le monde est d'accord avec le fait que c'est bon, on s'en fout, on fait un casse, mais on sait plus trop pourquoi, pour qui, comment. Et c'est parti. Et là, le vrai film commence. Le casse. Il doit rester 9 minutes de film. Bah, c'est ça. Juste 2 secondes, je veux revenir sur cette scène qui est quand même assez géniale. Où t'as Giraudot qui est en train de faire cuire son gigot à la cheminée. Pendant ce temps-là, il y a la fille qui est en train de faire un espèce de collage. Elle est en train de faire des petits dessins, elle colle des trucs. Et pendant ce temps-là, il y a Lanvin qui est en train de programmer un ordinateur. Il fait « Oh, arrêtez de faire du bruit quand même, c'est compliqué de programmer un ordinateur. » Ordinateur qui ne servira pas. C'est jamais. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il se fait chier pendant un long moment. Il s'en sert même pas. Attends, il programme pas le truc de la petite voiture. Ouais, parce qu'il y a le truc avec l'oscilloscope où il se sert pour récupérer le code. Où il apprend à pirater le c'est pas mécanisme ça qu'il s'en sert pour récupérer le code d'activation. C'est pas ça qu'il sert. Autant pour moi. Parce qu'en fait, effectivement, c'est un ordinateur, mais branché à un oscilloscope, lui-même relié à je ne sais pas trop quoi, mais après ça. Parce que Gérard Lanvin, c'est pas le dernier sur la micro, je préfère vous le dire. Il a même sorti une VHS en 94 sur comment utiliser Windows. Comment faire son choix, Windows ou Macintosh. Bonjour, je suis Gérard Lanvin de la télé. Vous avez pu me voir dans des films tels que Les Spécialistes. Et maintenant, appuyez sur Entrée. Si vous voulez voir le tutoriel, appuyez sur 1 pour les conditions d'usage et précautions Gérard utilisateurs. Lanvin à la Cogip, quoi. Bienvenue dans notre gamme Excelsior. Donc, après un entraînement à la conduite très cool, très très cool scène où donc ils s'entraînent à passer entre des tonneaux. On ne sait pas trop pourquoi, on sait juste qu'ils ont le même modèle que le garde du corps de Mazzetti, qui apparemment est une méga star du pilotage, et il lui explique donc que quand il te prend en chasse, c'est terminé, tu ne lui échappes plus. Et donc ils s'entraînent donc avec j'avais noté un fusil de Tchekhov pneumatique, puisqu'ils appuient beaucoup sur le fait qu'il a des gros pneus et eux ils en ont des moins gros. Et on les voit donc se mettre en place donc avec de l'équipement à la pointe de la tech, donc notamment ce fameux ordinateur du futur sur lequel ils peuvent également utiliser le fax et le Minitel. En même temps. Et donc là, c'est vrai. Le il casse... joue au solitaire, je crois, à un moment. Oui, à un moment, ouais. Et là, le casse, c'est parti. Et bon, on va pas se mentir, cette scène, elle est géniale parce qu'elle est toute pleine d'ingéniosité. C'est un truc que j'aime beaucoup dans les films de casse, justement, c'est quand il t'explique tout ce qu'il faut passer comme petit...
petite difficulté et justement comment il te montre. En fait, c'est Ocean's 11, mais Wish, quoi. Version Patrice j'allais Lecomte, dire, quoi. ouais, c'est là où Ocean's 11 est brillantissime, quoi. Ouais. C'est que le cast, c'est de l'orfèvrerie, quoi. Il est incroyable de A à Z, et même quand il commence les chiffres après, parce que il est ouf de bout en bout, c'est incroyable. Et cette scène là des spécialistes marche ultra bien aussi quand même, quoi. Oui, c'est dans la même française, voilà, avec c'est ça. l'époque et tout ça, quoi. Voilà, c'est 85 en France, mais elle marche bien, ouais, parce que même toute la préparation, en plus, tous les détails sont utilisés malgré tout. Tu vois, c'est le seul moment où au final tout ce qui a été écrit, ils l'ont vraiment réutilisé jusqu'au bout, Oui, voilà, et c'est ça ça, ellipse pas trop. Et au final, tu vois, le truc d'utiliser les cassettes en amont et qu'après ça leur sert vraiment. Les VHS, hein, là pour le coup, vraiment les VHS. Oui. Le fait d'aller dans un magasin de jouets pour acheter une petite voiture, tu sais pas trop pourquoi, machin. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça et c'est vraiment cool. Et c'est là que tu vois le truc qui est extrêmement intelligent dans le Soderbergh, parce que le problème, c'est que dans ce film qui est classiquement fait pour un film de braquage, c'est que tu vois le montage, tu as un ensemble d'éléments que tu retrouveras après, et que Soderbergh, en fait, fait la préparation du casse et le casse en même temps. Comme ça, t'as pas de déconnexion et tu peux faire les retournements de situation les uns après les autres, tout en ayant un déroulé assez clair. Ce qui est moins le cas ici, parce que les choses s'enchaînent de manière chronologique. Exactement. Et il joue quand même aussi la préparation du casse comme celle qu'on a eue là. Dans le Ocean's 11 de Soderbergh, en passant par la salle d'entraînement qui se fabrique, où ils se font en gros une salle maquette avec les bonnes dimensions et tout ça, pour qu'ils puissent entraîner, notamment le comédien asiatique dont j'ai oublié le nom, je sais plus. qui doit se préparer à faire une acrobatie particulièrement périlleuse, où tu le vois justement dans les entraînements foirer un certain nombre de fois jusqu'à réussir, et après tu le vois aussi tester plus tard dans le casse. Donc il y a quand même cette notion-là. Faire le montage de Ocean's 11, c'est un truc de fou furieux. Oui, il est exceptionnel. Je crois que Bertrand l'aime pas trop, non, mais bien sûr. Mais en termes de film choral, c'est un champion. Après, il a fait quelques films merveilleux, mais je trouve pas qu'il ait une filmographie complètement géniale. Loin de là. Oh, mais je trouve qu'après, quand il fait bien, il veut bien faire, il fait bien. Ouais, clairement. Voilà, exactement. Ouais. Je pense qu'à l'école, Chris Steven est capable de mieux quand il s'implique. Il doit avoir ce genre de choses sur son carnet. Oui, c'est ça. C'est un très bon 13-14 sur 20. Bon élève, mais devrait participer plus. Exactement. Exactement. S'il s'impliquait d'égale manière partout, serait un élève remarquable. Donc il y a toute cette scène donc, de braquage, donc, comme on disait, qui est vraiment, vraiment cool. Est-ce que ça vaut le coup? On l'a décrit de A à Z, ou voilà, en gros, ils utilisent toutes sortes de choses, d'objets en toutes sortes. Voilà, Thibaut, est-ce que tu peux nous faire une liste éventuellement non exhaustive de tous les objets qui sont utilisés au cours du braquage? Bien sûr. Il y a donc les clés de la maison, parce qu'il ferme la maison avant de partir. Et ça, c'est très important. On n'y pense pas assez. Ce sont des braqueurs. Ils surveillent leurs arrières, bien sûr. Donc, ils ferment la maison, ils utilisent les clés, la voiture pour venir. Il y a un sac dans lequel il y a la cassette vêtements de Jean-Jacques Goldman qu'ils écoutent dans la voiture. Oui. L'album rouge, bien sûr. Qui n'était absolument pas sorti, je pense, à 85. Je sais, c'était vraiment le petit piège. Le CD avec la jaquette, la pochette métallique est sorti bien après. Ouais. Qui, je pense, pouvait devenir une arme. Oui, je crois que ça a fini par le devenir chez moi. Ouais, à mon avis, je pense que tu jettes ça au visage de quelqu'un, il peut être rapidement extrêmement blessé. Hein. Pour ceux qui ont eu cet objet dans la main, ils savent exactement de quoi on parle. C'est ça, mais mine de rien, c'était un objet à la cool, quoi. Ouais, grave, c'était un très très bel objet. Et je salue ma sœur qui possédait cet objet, je sais qu'elle m'écoute, bisous. Voilà, donc en vrai, non, sinon pour il y a une première étape aussi quand ils se garent, donc ils ont la même voiture. Je vais en parler. Voilà, c'est ça, ils ont la même voiture que donc le service de sécurité. Et il y a une magouille qu'au début, j'avoue que cette géométrie-là, elle m'a un peu échappé. Une magouille ils se garent juste à côté. Ils ouvrent le coffre, je crois qu'ils récupèrent, ils mettent un sac à l'intérieur. Non. Je sais plus, éclairez-moi. En fait, c'est que il se gare à côté donc à la gauche de la voiture de Mazzetti, enfin du garde du corps. Et il commence le casse. Et Christiane Jean, qui arrive, elle joue mal, elle se gare à côté. Elle déplace bien pour le coup. Voilà. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'elle arrive à mal jouer en se garant. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Alors du coup, elle joue mal et elle se gare mal aussi parce que son épi, il est pas bon. Thibaut qui a une petite. Non, il est pas ouf. Il m'a pas choqué. Je suis désolé. Moi, elle part avec son petit papier en poche. Pardon.
Donc en gros, elle déplace la voiture et elle met un sac à l'intérieur et elle l'échange avec un autre. Et auparavant, on la voyait donc découper du papier. Oui, c'est voilà. ça. Et en gros, c'est juste qu'elle a monté une entourloupe parce qu'il faut quand même pas oublier qu'ils sont pas là juste pour équeuter les fraises et que Carella, finalement, il les veut, c'est 37 €. Enfin, de l'époque. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette géométrie, parce que tu le comprends après, parce que en gros c'est une question que je me suis posée, tu vois. Donc pour continuer, il s'enfuit en déclenchant l'alarme. Et souvent quand j'étais plus jeune, là je compris pourquoi, mais il déclenche l'alarme et tu dis mais c'est complètement con, parce qu'en fait ils arrivent sur le toit, ils s'échappent. Ils pourraient faire ça sans que personne les voit, et en rendant ça extrêmement discret, parce qu'en gros au moment où Mazzetti s'en rend compte, juste parce que eux déclenchent l'alarme. Il voit le poster qui est de la deuxième caméra qui a été branchée, il le voit tomber, ce genre de choses. Mais s'il ne déclenche pas l'alarme, il ne le voit pas. Mais en fait, c'est juste qu'il garde quand même dans l'idée qu'à la base, le braquage est censé déclencher une guerre des gangs. Et il joue cette mission-là jusqu'au bout. Oui. Tout en braquant l'argent. Donc, et c'est là où en fait il y a ce petit truc, mais qui au final est appuyé sans être appuyé. Mais au final, Christiane Jean, qui joue mal, elle déplace les voitures pour que Carella puisse voler l'argent, tout en accomplissant la mission qui arrangera en plus son crush, visiblement, parce qu'il s'aime d'amour. J'en suis sûr, il s'aime d'amour. Du coup, il fait ça pour l'arranger, pour que lui, sa mission de policier soit menée à bien. Mais oui, mais justement, c'est là qu'encore doit y avoir une coupe absolument dégueulasse, parce qu'on suppose qu'elle s'est arrangée avec Gérard Lanvin pour que tous les deux embarquent les thunes. Et Giraudot n'est clairement pas au courant. On la prendra à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a une histoire d'amour, mais il y a quand même un petit twist entre les deux, quoi. Ouais. C'est vraiment étrange. Il y a un triangle amoureux. Oui, voilà. Il y a un triangle amoureux qui a été installé, mais qui n'a pas été conservé. Et du coup, il y a des scènes qui en gros, l'évoquent, mais comme ça n'a jamais été installé, c'est des scènes qui sont bizarres, notamment la scène de la Quaspache, qui est complètement déconnectée du reste du film. Elle est très bizarre, cette scène. Au milieu, elle sonne bizarre. Il y avait un moment où je me suis demandé, mais c'est elle ou pas ? Parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle foutrait là. Est-ce que c'est bien elle ? Est-ce qu'il avait une meuf dans le coin et qu'en fait on la prend là ? Je pige rien, je pige plus rien. C'est ça. Et le film m'a perdu un petit peu. Je vais c'est pas vrai vous que mentir. toute cette scène en fait est bizarre, parce que en gros t'as toutes les histoires, t'en as une nouvelle qui commence, t'as toutes les histoires qui se reconnectent au même endroit, et en fait c'est une espèce de bloubi-boulga de scénario. Bon, heureusement, comme le film est pas non plus extrêmement compliqué à comprendre, t'arrives à tout décrypter, mais il y a vraiment un moment où t'as plein de petits passages comme ça qui flottent, et notamment ce passage-là. Donc il s'enfuit, donc en déclenchant l'alarme, comme on disait. Ça déclenche donc une poursuite, et ça amène à bloquer Mazzetti, donc ce fameux fusil de Tchekhov pneumatique, où on comprend pourquoi ils essayaient de passer pile poil entre ces deux bidons. C'est que eux, leur voiture n'étant pas un modèle sport, du coup leur voiture passe, mais la voiture de Mazzetti, elle ne passe pas, parce que oui, c'est ça, parce qu'il passe par une petite ruelle. Voilà, une micro ruelle, et eux, du coup, en largeur, ils ne passent pas, ils se retrouvent bloqués. Donc là, on tombe sur l'homme de la mafia le moins patient du monde, parce qu'au final, il y a quand même une course-poursuite à travers Nice. Ils sont, je pense, un petit peu loin. Il arrive en 3 secondes et il le fume dans une scène beaucoup trop sérieuse. Le film est très léger. Elle est extrêmement brutale. Voilà. Parce que le mec arrive, il arrive d'un coup, il dit vous avez merdé ou je sais pas quoi, il le fume. Sinon, vous lui laissez 5 minutes, parce que je pense qu'ils sont pas hyper loin. Laissez-les juste descendre de la voiture. C'est clair. Et puis il y a cette espèce de truc dans la façon de filmer cette exécution, triple exécution. Il y a ce truc c'est filmé depuis l'arrière de la voiture, un peu loin. Il y a une distance qui est prise. T'es spectateur d'un assassinat dans la rue, et il y a un côté vraiment. Ça ressemble à des vidéos qu'on pourrait voir, tu sais, de vidéosurveillance, des trucs horribles, tu sais, qu'on peut voir traîner sur Internet et qui sont atroces, où tu vois des vidéos de surveillance de gens de fusillade dans la rue, un truc comme ça. C'est filmé avec cette distance-là, et c'est un peu choquant en vrai. Parce qu'en fait, qu'il y a un truc où il va se pencher dans la voiture, il fume des gars qui sont devant lui, il se penche dans la voiture pour pas rater le dernier. T'es là, mais c'est vraiment dur, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait le film, depuis le début, on sent que c'est le réalisateur des bronzés, et d'un coup, pouf, ça devient le grand pardon, quoi. Et c'est très bizarre.
Cette scène, en fait, même là, en fait, quand tu la vois, tu te dis, mais c'est chaud, non, ce qui vient de se passer? Est-ce que les mecs viennent de se faire dégommer? Alors, même si c'est des mafieux, machin. Mais comme, en fait, on les présente jamais comme des méchants. En fait, il suffit pas de passer tout un film à dire que c'est des méchants pour que ça en soit. Oui, parce que si je puis me permettre, il y a un petit passage où, justement, quand l'alarme commence à sonner, on les voit s'exciter un petit peu dans une espèce de bureau où ils sont en train de jouer aux cartes et tout. Et clairement, bon, les mecs ont des tenues des années 80, donc ils sont un petit peu ridicules, mais ils ont quand même une certaine classe. Tu sens que c'est pas des rigolos. Oui. Et clairement, l'acteur qui joue Mazzetti, donc le patron du casino, et on le voit très brièvement, mais tu sens que l'acteur, le mec a un charisme incroyable. Il a un charisme incroyable. Tu sens qu'il est italo-américain et il a une belle voix. Enfin, tu sens que c'est pas des guignolos, et c'est presque surprenant dans l'ensemble, et ce qui répond bien à ce que tu disais sur l'assassinat final, quoi. Tu sens qu'il devait y avoir vraiment une question sur les mafieux qui n'a pas été développée. Ouais, et en fait, je pense que beaucoup d'éléments qui nous paraissent curieux dans le film ou autre viennent du fait qu'il y a une surcouche comique qui, en fait, pourrait ne pas être là. Ça rendrait le film beaucoup plus homogène, à mon avis. Oui, mais ça doit être une erreur, hein. Je suis une namure, moi, là. Parce que ces mafieux ne seraient pas autant en décalage avec cet aspect comique, parce que eux sont très crédibles, effectivement. Le triangle amoureux, ça aurait pu être un élément vaguement dramatique, même si bon, c'est à l'époque, ok. Aujourd'hui, je crois que ça devient plus ou moins illégal de continuer à jouer sur l'ambiguïté des triangles amoureux. Et puis cette peut-être, ouais. Mais et puis cette histoire de twist de en fait l'un des deux est flic, etc., et tu l'apprends en cours de route, aurait pu être beaucoup plus impactant si en fait c'était pas juste un buddy movie sympa, quoi. C'est pour mais ça que le truc, cette couche là, elle flingue un petit peu je pense que c'est pour moi, en regardant ce film, j'adore ce film. Vraiment, j'ai pas de critique énorme à lui apporter, mis à part que le film est bizarre, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et en fait dans l'idée, tu vois, on peut faire ça. Faire un film qui a une espèce de petite couche comique, mais avec un sujet un peu profond. Et pour moi, le meilleur exemple, et quand on parle de Georges Lautner, c'est pour ça que j'aurais aimé voir Georges Lautner réaliser Les Spécialistes, juste pour voir ce que lui en aurait fait, parce que je pense que t'aurais eu Belmondo, et j'aurais aimé voir, en fait, parce que tu vois, tu prends mon préf de la vie perso de Belmondo, c'est Le Professionnel. Je suis extrêmement fan de ce film, et en fait, Le Professionnel a ce genre de choses. Il y a plein de scènes un peu cocasses, mais le film, il a un propos et un ton jusqu'à la dernière scène qui est extrêmement lourde et triste. Le film ne s'empêche pas d'avoir des scènes un petit peu plus rigolotes, mais c'est bien maîtrisé. Là, le problème qu'il y a, c'est que je pense que Patrice Lecomte est un très bon réalisateur de comédie, mais je suis pas sûr que ce soit un bon réalisateur de films plus sérieux, quoi. Si, clairement. Après, ça arrive longtemps après, mais il a quand même fait Ridicule, que vous avez pas vu tous les deux parce qu'on a évoqué. Ah oui, c'est vrai, ouais. Un film qui est vraiment particulièrement excellent, qui est un petit peu drôle, où on revoit Bernard Giraudot, où il y a Charles Berling, où il y a un casting absolument phénoménal qui se passe à la cour de Louis XVI. Et le film est en même temps drôle et en même temps extrêmement sérieux et très très classieux. C'est vraiment un bon réalisateur. Il a fait aussi La Fille sur le pont avec je retrouverai pas son nom, et Vanessa Paradis. Mais enfin, c'est un bon réalisateur, Lecomte. C'est pas juste un réalisateur de comédie. Il a fait beaucoup de choses. Oui, après, quand on parle... Pardon ? Oui. C'est Daniel Auteuil. Oui, tout à fait. Quand on parle de problèmes de ton et de trucs comme ça, je pense que c'est pas tant le réal qu'il faut blâmer que l'auteur, au final, le scénariste, ou la production. C'est lui qui va... La production. Je pense vraiment que ce film est aussi le montage ce film étant une espèce de all-star, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a ça, il y a peut-être en fait trop de bonnes idées qui ont été apportées pour un film d'1h29, quoi. Je pense que c'est compliqué de faire un film, parce que le film pourrait être très dense. Tu fais ce même film et qui dure 2h20, tu changes un peu la façon du pitch, tu mets un triangle amoureux qui pour le coup peut-être servir à un propos. Moi c'est pareil, je suis pas un fanat du concept, mais qui peut peut-être servir à un propos et qui amène à quelque chose, parce que là si on reprend un peu la marche en avant, donc tu as ils se séparent. Brandon récupère le sac qui contient vraiment l'argent, il s'enfuit et il se retrouve juste après dans une scène qui pourrait être épique, quoi.
ils se retrouvent donc dans cet endroit où ils sont allés 4-5 secondes dans le film à tout casser, c'est là où ils faisaient l'entraînement de voiture, mais pour nous c'est une ellipse parce qu'ils y restent 5 secondes. Cet entraînement il dure pas longtemps dans le film. Et ils se retrouvent là dans une scène qui pourrait être ouf, quoi, où tu sais, qui pourrait rappeler genre la scène de fin de Hit, où t'as vraiment la confrontation, où un moment où voilà, où les idées sont pas les mêmes, et c'est le moment où ça allait finir par arriver, elles vont se confronter. Mais même jusque dans cette scène là, ça fonctionne bizarrement, quoi, parce que comme on disait, en fait, tout le film met en avant le fait que les méchants, c'est les policiers, c'est pas du tout les voleurs, quoi. Et ça, même si c'est un peu rushé cette scène, même extrêmement rushé, il y a quand même un tout petit passage que je trouve extrêmement classe, où ils sont dans une espèce d'usine désaffectée, où Lanvin est face à Giraudot, et le sac, je crois que c'est le sac de thunes qui est posé au milieu. Oui, il lui dit qu'il joue au jeu du béret. Du foulard, voilà, il lui dit du béret, non ? Du béret, le foulard, c'est pas pareil. Tu connais le jeu du béret ? Hein ? On met le sac au milieu, une main derrière le dos, on compte 1, 2, 3, le premier qui attrape le sac a gagné. Tu vas voir, c'est marrant. Et Lanvin le prend, et Giraudot ne réagit pas. Et là, tu vois que leur relation de buddy movie, de buddy tout court, leur relation de buddy tout court est vraiment plus intense qu'on ne l'a sous-entendu jusqu'à présent. Il y a vraiment une amitié profonde et un grand respect, et je trouve cette scène un peu classieuse, même si après tout part en cacahuète, quoi. Mais après la scène est cool parce qu'elle fige pour une fois les liens entre les persos. Oui. Parce que au final c'est ce qu'on se dit depuis le début, c'est que on n'arrive pas à capter qu'est-ce qu'ils se veulent en fait, qu'est-ce qu'ils pensent l'un de l'autre, etc. Et encore moins avec Christiane Jean. Qui joue mal. Mais parce qu'elle joue effectivement trop mal pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle ressent. En fait, là, c'est pareil dans cette scène. Je crois que c'est juste avant qu'ils se retrouvent dans la carrière, et donc dans l'usine là. Elle, on la voit, elle décolle pour Sydney. Ouais, génial. Mais donc voilà. Donc là, tu te dis dans l'idée, c'est ok, elle part à Sydney. Donc la logique, c'est que elle s'est mise d'accord avec Gérard Lanvin. Elle part, il a l'argent, il part. Mais il veut finir ce qu'il a commencé. Donc il se retrouve dans la carrière. Ok, j'accepte, même si je trouve l'idée con, d'accord, j'accepte. Mais si tu ellipses complètement, on y reviendra, mais si on ellipse complètement jusqu'à la fin, finalement il reste copain et il s'enfuit dans la monde, il décide de partir en Italie. Quel est l'intérêt pour elle de partir à Sydney ? Parce qu'en gros, lui ne la rejoint pas. Finalement, il reste avec Giraudot. L'autre, il dit ouais, on a qu'à essayer l'Italie, c'est pas mal. Donc ils se dirigent en Italie tous les deux. Donc ça veut dire qu'elle fait quoi ? Elle va attendre à Sydney, sachant qu'elle n'a pas d'argent. Ouais, voilà. La meuf a pris un crédit sur 30 ans pour son billet d'avion, et en gros elle va être obligée de se prostituer pour s'acheter des knackis, quoi. C'est ça. Et c'est ça le truc, en gros, c'est que tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui fonctionnent pas, parce que on revient un peu en arrière, on va revenir sur ça. En gros, il y a donc toute cette scène, donc cette scène que je trouve aussi très cool, hein. Donc Lanvin récupère l'argent, il s'en va, il sort de l'usine, et quand il sort, il y a les mecs de Mazzetti, les vrais cette fois, qui les attendent à l'extérieur, et donc là pareil, en gros il leur dit Oui, mais ça doit être une erreur, hein. Je suis une amure, moi, là. et il essaye de s'enfuir, et là il y a Giraudot qui a réussi à marcher en 5 minutes environ 12 km pour récupérer un camion géant là. Il revient, il leur fait peur, donc tous les méchants, alors il leur roule dessus, mais il y a quand même une partie qui sort de la voiture, mais ils disparaissent. Je pense qu'ils se noient dans la boue ou un truc comme ça. C'est des Italiens, donc notez, les Allemands c'est les plantes douces et les Italiens ne supportent pas la boue. Ils fondent dans la boue. On va commencer à dresser une carte au moins de l'Europe qui va être d'une précision. Mais l'Italien est élégant, il veut pas se retrouver avec un costard plein de boue. Ça se tient. Moi, je pense que c'est le plus cohérent. Je pense que c'est cohérent. Le mec là, Cencerotti. Donc du coup, ils arrivent à voilà. Et en fait, est-ce qu'il y a des accents que tu maîtrises pas, Thomas ? Moi, non, je les maîtrise tous. Je pense que je suis pas mal. Vas-y, donne-moi un au hasard, je peux le faire. Belge. Non, on va pas aller là-dessus. Non. Termine cette émission avec un accent belge, s'il te plaît, ou québécois. Tu choisis. Ah, c'est ok, oui. C'est les mêmes. Ah, c'est vrai. Ne faites pas croire autre chose. Donc ils arrivent à faire fondre les Italiens et ils utilisent le téléphone de la voiture d'un des hommes de Mazzetti pour appeler donc Bob Patate. La Sibylle. Voilà, et ils lui disent non c'est vraiment un téléphone. C'est un et téléphone. il lui dit ouais voilà c'est bon il est mort machin, et en fait ils comprennent que en fait le flic c'est lui le vrai méchant qui veut qu'en gros il veut doubler tout le monde, que Carella meurt comme ça on n'en parle plus, que Brandon il dégage il n'en parle plus machin. Voilà, l'idée c'était vraiment parce qu'on comprend aussi que c'est lui donc qui a prévenu les hommes de Mazzetti.
Donc voilà, le vrai méchant finalement c'est lui. Donc il a beau magnifiquement bien porter le bob pied de poule, ça reste quand même un méchant, le méchant du film finalement. C'est lui le vrai méchant, même si on le voit que 2 fois et demi, mais c'est lui le vrai méchant. À la vue, ou en tout cas à l'écoute de toute cette révélation, il prend la décision que finalement être en cavale c'est beaucoup plus sympa que être un policier qui fait un travail très bizarre, parce qu'en plus c'est pareil, il lui parle en permanence comme une merde, c'est un flic, on a l'impression il le surnomme l'enculé en chef. Ouais, c'est ça, on sait jamais trop. En fait, c'est le truc, c'est que tu dis que finalement, Brandon, depuis toujours, son rêve c'était d'être cambrioleur, mais pas flic en fait. Il a juste raté sa carrière. Mais je sais pas, après, le fait est qu'il représente le côté flic un peu pourri, flic, enfin, tu sais, cette espèce de flic véreux en fait, quoi. Le mec qui fait peu de cas de la vie humaine, de ce genre de trucs, et des valeurs de la police. Lui, ce qu'il veut, c'est il se fixe une mission. Et il veut aller au bout, quoi qu'il en coûte. Et si jamais il peut taper dans le fric au passage, ok, c'est cool. C'est pas plus mal. Il représente ce truc extrêmement, je crois, populaire dans tous les films un peu français de cette époque et d'après, à savoir voilà, le flic ripou, etc. Et donc c'est cette figure-là qui est importée dans le film et qui va effectivement faire office de méchant. Mais en gros, je pense qu'il sert juste à représenter cet archétype de personnage qui était très en vogue, me semble-t-il, à l'époque. Après, moi, c'est une époque que je ne connais que très peu, malheureusement, pour l'instant. Et voilà, en tout cas, c'est une image, pour moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, ok, lui, c'est le gros flic ripou, le mec, il a de la bouteille, mais il en peut plus, il est fatigué. Voilà, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir accrocher une dernière fois, etc. Non, mais surtout que c'est particulièrement chelou d'imaginer la police qui organise une guerre des gangs pour on ne sait pas très bien quoi, pour qu'il y ait des morts dans la rue, je sais pas. C'est un peu chelou. Je crois que le but, c'est qu'il veut que les gangs s'entre-détruisent, en fait, s'entretuent. Bon. Ouais. Ça n'a aucun sens en vrai. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça. Ça fait un peu absurde. Plan de. Voilà, plan de merde, en gros, dis-le, de merde. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je vais pas dire des gros mots. C'est un bon plan, mais quand t'es un troisième camp dans le truc, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un bon plan quand t'es la personne qui est supposée. Si la police nationale avait pour objectif de reprendre le casino de Mazetti, par exemple. Ouais, par exemple. Peut-être que c'est ça. Ouais. Il y a un 2. Oui, il s'appelle Ocean's 11. Je crois qu'il s'appelle Les Approximatistes avec Josiane Jean-Jean. Mais Christian Jacques. Donc le film se finit comme on disait. Donc ils prennent la voiture et ils décident donc de se mettre en cale. Donc là c'est pareil, tu te dis effectivement ils viennent de faire un pied de nez à la police, donc ils sont même recherchés par la police française maintenant. Oui, et ils ont fait un pied de nez à la police et à la mafia italienne, donc ils se sont dit allons en Italie. C'est ça, c'est le meilleur endroit. Nous chercherons pas là-bas. Parce que donc en fait, ce qui est ça qui est rigolo, c'est que t'as une espèce de truc où à la fin ils se retrouvent exactement dans la situation du début, sauf que cette fois, c'est pour de vrai. En gros, ils sont vraiment recherchés par la police. Et voilà, c'est le seul truc qui est un peu rigolo de te dire en fait oui, c'est que les mecs, mais dans ce cas-là le film ils auraient dû l'appeler La Cavale ou un truc comme ça, mais pas les spécialistes, parce que en soi il y en a un qui est un spécialiste, l'autre c'est un spécialiste dans c'est pas trop quoi. En fait c'est ça, et c'est vraiment ce qui m'a choqué, c'est que je me dis il manque 30 minutes à ce film au moins. Ouais, mais c'est pas faux, hein. Et pourtant ça reste, je trouve, du coup, tu l'avais jamais vu avant ? Je l'avais jamais vu, j'en ai même pas entendu parler avant que tu le proposes. Et au final, c'est là que je me suis rendu compte que je suis du genre à toujours dire que c'est jamais un acteur qui va faire un film. Mais là, en l'occurrence, dans le cadre d'un buddy movie, c'est réellement les deux acteurs qui font le film. Et du coup, en fait, moi, j'ai pris un plaisir fou à les suivre. Et donc, le film, j'ai passé un super moment devant. C'est ce genre de film, tu poses un peu le cerveau. Et quand tu poses vraiment le cerveau un peu loin au frigo, tranquillement, ou dans ton verre à dents à côté du lit, moi, c'est ce que je fais. Dans ton verre à cerveau, du coup ? Non, j'utilise un verre à dents, ça suffit amplement. Et je mets mes dents, du coup, par contre, dans le verre à cerveau. Ça, c'est très important. Et du coup, t'as des dents absolument brillantes. Oui, et un cerveau très entartré. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais non, voilà, en gros, quand tu poses le cerveau, je trouve que le film se mate tout seul. Il y a des trucs étranges, mais tu te dis, ah putain, c'est le charme de ces années-là, tu vois. On faisait les films autrement à l'époque. Mais ça n'a strictement rien à voir. Mais j'ai un peu pensé à Ghostbusters. Je sais pas si vous l'avez revu récemment, le premier. Effectivement, ça a très peu de liens. Et non, mais il y a un lien, dans le sens où il y avait des films qui étaient montés et qui étaient écrits de manière assez bourrine.
On sent qu'il y avait un respect un peu moins du projet. En fait, c'était pas trop grave s'il y avait des grosses conneries. En l'occurrence, Ghostbusters, c'est un film qui coule très très bien, mais la fin tombe, mais vraiment comme un couperet. Tu n'as pas de poste à l'histoire. Ouais. Tu sens que ça n'a pas été envisagé une seule seconde. Et tu retrouves ça un petit peu dans les spécialistes. Et t'as pas mal de films de cette époque-là où tu sens que finalement, s'il y a des trucs qui vont pas, c'est pas trop grave, on a fait ce qu'on voulait faire. Oui, ça, tu sens que contrairement à aujourd'hui, il s'attache moins à la narration déjà. Comme on disait, et effectivement, quand tu prends un film comme SOS Fantôme, les scènes en gros sont écrites et les liens entre elles sont pas trop importants. Ouais. On n'a pas besoin de savoir, en fait, il y a pas comme là, tu vois, il y a 2-3 scènes où, notamment la scène de l'Aquasplash, je trouve cette scène, elle a rien à faire là dans le film. Je suis sûr que tu fais le même film aujourd'hui. En fait, et je pense que ça qui nous choque, c'est que tu saurais qu'elle travaille là. Tu saurais qu'il y aurait un truc, que tu vois, qu'il a une raison de venir là. Il y aurait une logique au fait qu'il y aille, qu'ils s'embrassent, que la façon dont ils se parlent. Et je pense que le film à ce côté découpé à la serpette parce qu'on coupait les films comme ça à l'époque. En gros, on suivait une ligne directrice, on n'en sortait pas plus que ça. Et je pense que c'est un problème de l'époque parce qu'effectivement, je regarde beaucoup encore de films des années 80. Déjà parce que j'en montre beaucoup à ma fille parce que c'est important qu'elle les voit, et puis parce que c'est des films que je regarde encore beaucoup aujourd'hui. Et il y a beaucoup de ces films, quand tu les regardes avec l'œil d'aujourd'hui, tu te dis mon Dieu, mais comment on peut considérer que ces gens-là sont des grands réalisateurs? Et en fait, ceux qui justement ont traversé le temps, tu vois, dans d'autres épisodes, on a parlé par exemple de John McTiernan, qui est quand même l'une des plus grandes figures des années 80. Parce que McTiernan, Die Hard, c'est la même époque. À peu de choses près, je m'en même si c'est pas la même année. À la différence que. Non, je crois que c'est 88 Die Hard. Non, je crois qu'on est dans ces eaux, je sais plus. Mais le truc, c'est ça, tu vois, c'est que quand on a parlé de Die Hard, on s'est fait cette réflexion que justement, le film est vachement plus lié dans l'histoire. Je trouve qu'il est plus. Il y a une vraie suite logique au fait qu'il est à tel endroit. Pourquoi il est là après? C'est logique qu'il y soit, puisqu'il s'est passé ça entre temps. Chose que tu n'as pas justement dans ça. Et comme tu dis, après, il y a peut-être aussi cet aspect. Le cinéma français est quand même un cinéma. Avec ses codes bien à lui, et effectivement les codes des années 80, tu vois, on parlait de Scoot Toujours tout à l'heure, quand tu regardes Scoot Toujours, c'est pareil, les scènes elles s'enchaînent, tu t'en bats les steaks de savoir ce qui s'est passé avant, après, les scènes en fait elles sont là. En fait, on est à 2 doigts sur ce genre de film, du film à sketch quoi, où c'est des enchaînements de scènes et on s'en fout un peu du lien qu'il peut y avoir entre quoi. Et du coup, je pensais juste que ça choque le spectateur de 2023 que nous sommes. Ça choquait peut-être moins le spectateur qu'on était quand on était petit, surtout qu'on analyse. Là, maintenant, on regarde le film pour les analyser aussi dans le cadre du podcast, quoi. Oui, c'est ça, et on les regarde avec nos yeux d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi un truc à voir. Voilà, tu mettais en lien avec justement Die Hard, donc je crois que c'est 88. Oui, c'est vérifié, c'est 88. Mais c'est ça. Bon, merci. Le truc, c'est que le cinéma américain, en tout cas, c'est le cinéma qui en est à, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que les blockbusters sont arrivés en fait, et qui est ce truc qui nous vient de Spielberg et de Lucas, puisque respectivement donc Les Dents de la Mer a lancé le premier blockbuster quasiment officiel, et Star Wars est arrivé juste après pour enfoncer le clou, et donc on est dans une école américaine justement de cette hyper efficacité où on va chercher une simplicité de l'histoire, il faut que tout soit compréhensible, etc., pour pouvoir mettre une patine visuelle derrière, des gros moyens et tout, avec des histoires extrêmement identifiables et très très simples. Là où en France, on est encore dans un héritage justement de ces films à la française qui ont ce côté un peu foutraque, et que peut-être on est encore dans une époque, j'allais dire peut-être encore pas mal anti-atlantiste, anti-américaine, qui fait qu'on est obligé, pour garder notre statut du patrimoine cinématographique français qui continue d'exister, on est obligé de continuer à marquer notre différence et ne pas aller vers le schéma justement simpliste des blockbusters, etc. Et donc c'est pour ça que cette touche française dans les années 80, c'est peut-être la dernière survivance de cet esprit bien français contre les Américains. Peut-être, ouais. Et avec ce truc culturel français qu'on essaie encore de faire vivre, alors qu'en face, il y a un mastodonte qui est en train d'arriver, etc., quoi. Et donc, peut-être que c'est pour ça qu'un film comme ça existe, et qu'il est aussi foutraque, aussi on s'en branle, et aussi, de façon aussi marquée. Si, je pense que si le film est aussi foutraque, c'est parce qu'il y avait aussi une envie de faire un blockbuster. Il y avait vraiment une envie de faire
Tu crois ? C'est pour ça qu'il y a autant de moyens, que c'est autant filmé et que c'est autant un buddy movie, parce que c'est un style très très américain, le buddy movie. Clairement, ils ont essayé de faire un gros film à la Belmondo, mais dans un type un peu plus américain, donc un film de casse. Mais c'était trop pour eux, quoi. Peut-être, ouais. Mais comme je te dis, c'est pour ça, ce film est un Belmondo dans lequel il manque Belmondo. J'ai vraiment ce sentiment. Mais en fait, moi, j'étais persuadé avant de mater le film que ce serait un Belmondo. Vraiment. Il avait tout, la patine, même le nom et tout et tout. Parce que les films, on parlait de Georges Lautner tout à l'heure, qui a réalisé quasiment tous les films de Belmondo. Pareil, c'est des films hyper beaux. Il y a des scènes iconiques. Hein. Le Casse, par exemple, avec Omar Sharif, la scène de fin, elle est dingue. Il y a pas mal de scènes folles. Tu prends Le Professionnel, la scène de fin, elle est incroyable. Enfin voilà, Georges Lautner et Belmondo, ils ont largement participé au cinéma de la fin des années 70 jusqu'à la moitié des années 80. Et en fait, tu sens que ce film en a un héritage, mais que c'est pas Lautner et Belmondo, quoi. Non. Ouais, c'est ça, comme tu disais. C'est peut-être ça. En fait, c'est un Belmondo sans Belmondo. Je pense que c'est un bon résumé de ce film. J'ai envie de dire que c'est un pré-Besson, en fait. C'est un pré-Besson parce que c'est une tentative de cinéma américain français. Ouais, on est loin quand même du copycat qu'a pu faire Besson. Pas au début. Après, le truc, quand Besson est arrivé, quand tu prends comme Le Grand Bleu ou autre, c'est des films, c'est des films américains. Nikita et tout ça, c'est des films 100% français qui ont une touche américaine folle, quoi. Avant que ça devienne une vaste escroquerie et un immonde gros porc, mais c'était à ce moment-là, en tout cas, c'était un vrai bon réalisateur. De ce que j'ai compris, c'est quand même un immonde gros porc tout au long de sa carrière. Ouais, après déjà faire des films juste pour se marier avec la nana qui joue le rôle principal, déjà c'est chelou. Mais après non, enfin au-delà de ça, on va séparer l'homme de l'artiste. non, pas du tout. C'est les mêmes sacs à merde, hein, mais voilà, c'est ça. Rebondir sur l'invité qu'on a eu il y a quelques temps, Émilie, qui a bossé dans le milieu du cinéma. Elle a pas mal d'amis qui ont eu la chance de bosser avec Besson. Il paraît que c'est un personnage absolument immonde, avec tout le monde en permanence. Voilà. C'est bien, il a une ligne conductrice. Ouais, tout à fait. Bah ouais, non, c'est clair. Mais donc pour revenir juste sur ce qu'on disait, effectivement, je pense que Besson fait partie de ces réalisateurs français qui ont vraiment cassé la frontière qui existait entre la France et les blockbusters américains. Parce que les premiers films qu'il a fait jusqu'à Léon, où clairement Léon il a fait un film français aux États-Unis pour le coup. Mais voilà, et je pense que Lautner ou comme on disait avant ou même d'autres réalisateurs, j'en ai pas qui me viennent comme ça, mais toute cette époque t'as eu des réalisateurs qui ont fait le cinéma, comme tu dis, le cinéma de l'époque, qui était un cinéma du grandiose à la française, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. On n'en a pas forcément conscience et on a eu tendance à le mettre de côté, mais je sais que d'un point de vue international, dans les pays qui sont pas anglophones, les films de Belmondo, c'est la France. Les acteurs, enfin les Chinois notamment, voient la France au travers de Belmondo et d'Alain Delon, quoi. Alain Delon. Ouais, tout à fait. Même si Alain Delon, c'est quand même du cinéma un peu plus intello, quoi. Oui, ça dépend, parce qu'il a toute une période où il a fait Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort, là, et tout ça. Borsalino et autres, c'est là quand ils ont joué avec Belmondo, et puis lui, pareil, il a extrêmement mal fini au niveau de ses films. Mais après, oui, effectivement, il a peut-être fait des films un peu plus cérébraux, on va dire. Après, c'était ça au final. Moi, j'aime beaucoup Belmondo et j'adore ce qu'il représente pour le cinéma Belmondo. Je trouve que pour moi, c'est vraiment une des grandes fiertés françaises. Et quand tu regardes les films de Belmondo, c'est que tu sais que tu regardes un film de Belmondo dans sa façon de faire et autres. Et en fait, c'était un amuseur, quoi. C'est un mec qui a quand même à la base une formation de clown. Hein. Il était, c'était un mec qui venait du cirque et ça se voit dans sa façon de bouger et tout ça. C'était un mec qui aimait faire rire les gens, quoi. Pour moi, Alain Delon, il a fait des films, des grands films probablement. J'en ai pas vu beaucoup parce que c'est un mec qui me tape sur le système et quand je le vois, ça me fatigue. Mais Belmondo, pour moi, c'est vraiment un des plus grands. Et je trouve que le seul qui lui arrive un peu à la cheville de nos jours, c'est Jean Dujardin. Je trouve et tu sens que Dujardin, c'est un fan absolu, quoi. Alors il lui arrive un peu à la cheville, attention, ça sera jamais Belmondo. Je suis pas du tout d'accord, Si tu poses le cinéma français par rapport à un cinéma américain, oui, tu peux te dire que Belmondo c'est une sorte de Bruce Willis, mais quand tu parles de qualité d'acteur et de qualité d'amuseur, il y a largement pas que Dujardin. On a quand même un gros paquet d'acteurs, un énorme paquet d'acteurs qui sont, je pense, pas assez valorisés.
Non, après, quand je parle de Dujardin, c'est juste le fait que tu sens que Dujardin est un enfant de cette époque-là. Il est fan dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, dans sa façon de tout. C'est un mec, tu sens qu'il il est né 20 ans trop tard, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire par Jean Dujardin. J'aime beaucoup Jean Dujardin, mais tu le vois quand il fait, genre OSS ou comme ça. C'est un genre de truc, t'aurais pu... c'est une comédie... c'est un film qu'il aurait été fait, alors pas avec les mêmes blagues, mais il aurait été fait de la même façon s'il avait été fait dans les années 80. Sauf qu'il aurait été monté à la serpette et qu'il aurait été fait par Patrice Lecomte. Mais c'est ça que je voulais dire après. Je trouve que quand j'entends par arriver à la cheville, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais dans ce côté amuseur public, je trouve qu'il y a une aura qui se dégage de Jean Dujardin qui s'approche de loin. Attention, je ne les mets clairement pas sur le même niveau, mais qui s'approche de ce que pouvait avoir Laura de Belmondo. Tu vois, j'ai écrit, quand Belmondo est décédé, j'ai écrit sur Le Professionnel, et c'est rare que je me sente touché ou autre par un acteur, voilà. Et là, pour le coup, ça m'a vraiment fait quelque chose. Parce que t'avais vraiment, tu vois, c'est comme Johnny, quoi. C'est des, on aime pas, mais tu vois, il y a un côté iconique qui fait que, et Belmondo, je trouvais que voilà, ça m'a touché pour le coup. Johnny, moins, mais Belmondo, oui. Est-ce que j'ai déjà vu un Belmondo ? C'est ça la question. Ouais, non, c'est chaud. Hein. J'ai une carence en culture ciné français, surtout de toutes ces années-là, que je compte bien me rattraper de ça, justement, parce que je j'ai pas envie d'avoir ce pan-là qui manque, il est trop important. Bah, si tu veux voir un Belmondo qui claque et qui est pas dans le zim boum boum toc toc badaboum, il y a l'itinéraire d'un enfant gâté de Lelouch qui est extrêmement bien. Ah ouais, mais c'est sa deuxième période, ça. Oui. C'est pas la. Non, la c'est pour ça, moi, j'ai envie d'aller dans le Je dis ça parce que j'aime pas la première, en fait. Pour ma part. D'accord, oui. Elle me donne envie de mourir. En fait, t'as vraiment ça, en fait. Ouais. T'as cette première période avec Georges Lautner, donc il fait L'As des As, il fait Le Professionnel, il y a Le Casse aussi. Hein. Il fait Hold Up, qui est génial, avec Feu Guy Marchand, qui nous a quitté il y a quelques temps maintenant. Et c'est un super film qui a été fait en même temps aux États-Unis et en France. On le met dans le bingo, hein, du coup. Oui, tout à fait. C'est un film qui a été fait, c'est une adaptation qui a été fait en même temps en France et aux États-Unis, Hold Up, qui est super sympa. Oui, qui pour le coup, c'est un film de braquage aussi. Et qui pour le coup a une patte assez incroyable. Non, mais non, c'est un film complotiste post-Covid. Oui, tout à fait aussi. Ouais. Tout à fait, avec Belmondo. Sans Belmondo, celui-là. Celui-là, il n'y est pas. Mais avec Casas Novas, bien sûr. Pardon. Et si vous avez. C'est à l'occasion de le voir, Hold Up, c'est. Ouais. Donc pas celui post-Covid, hein, celui-là faut pas le voir, mais non, c'est pareil, c'est 85 aussi. Et c'est un film super sympa et c'est franco-canadien. Et il y a Kim Cattrall qui joue dedans, qui joue dans Sex and the City et qui joue dans le moins connu, mais probablement l'un de mes préfs, même si c'est tous mes préfs, de John Carpenter, qui joue dans Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Ah, du Mandarin, ouais. Faut que je le revoie celui-là. Ah, il est fou. et donc elle joue aussi dedans. Elle était francophone parce qu'elle fait sa propre voix. Et c'est un film très sympa où en gros ils font un braquage et la police les attend dehors et tu te demandes comment ils vont faire pour sortir. Trop bien. Voilà. Et le film il est sur Ciné+. Écoute, je te conseille de regarder. Je crois que c'est la version française d'Inside Man, finalement. Ah ouais. Non, mais il y a une autre. À savoir que donc ils en ont fait une version américaine qui est sortie quasiment en même temps, qui s'appelle Hold Up à New York, tout simplement, avec Bill Murray, Randy Quaid et Gina Davis. Oui, qui était sympa aussi. Et Monsieur Mea en a fait une chronique il y a pas longtemps quand Belmondo est décédé, donc il y a un petit moment maintenant. Il a fait une chronique sur Hold Up, justement. Il en parle et il compare avec la version américaine. L'épisode est vachement intéressant. Donc, si vous avez vu Hold Up, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Mea. Elle est super cool. Déjà parce qu'il faut regarder presque toutes les vidéos de Mea parce qu'il est très, 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 oui, très cool. Oui, c'est merveilleux. Cette femme est merveilleuse. Ouais. Je sais pas maintenant comment il s'identifie. Pour le coup, il n'en a jamais fait la référence, donc je sais pas du tout. Non, pas sur YouTube. Je crois que je la suis sur Twitter et il me semble que maintenant. Ah ouais, d'accord. Moi, je n'ai pas de Twitter. Ouais, alors je m'en excuse, je ne le savais pas. Et donc allez voir toutes ces vidéos malgré tout parce que toutes ces vidéos sont, alors en tout cas toutes les vidéos concernant le cinéma, parce qu'en termes de documentation, autant Thibaut il fait jamais l'effort de lire un bouquin ou de regarder un film avant d'enregistrer l'épisode, lui je peux vous assurer qu'il le fait pour deux. Ouais, pour le coup ça serait... Elle, pardon,
Ça serait un grand plaisir de la recevoir du coup. Oui. Ah putain, par contre. Oui. Et en fait, ça, les vidéos sortent, il doit y en avoir une tous les 6 mois à tout casser parce que le travail de documentation, il est phénoménal. C'est ce genre de personne qui va prendre souvent des blockbusters légèrement décalés et qui va réussir à récupérer les scénarios originaux et qui va faire la liste, et c'est toujours comment dire, c'est époustouflant de le voir faire une liste d'acteurs, de techniciens, de réalisateurs, de scénaristes, et de voir tous les liens entre tous les films de l'époque. C'est un travail de documentation qui est absolument incroyable. C'est un truc de dingue. Cameron réussit à me faire hésiter sur le fait que finalement Spice World, c'est peut-être pas un si mauvais film que ça. Mais oui, complètement. Donc et là, c'est vraiment une championne là pour le coup. Bon, les petits copains, est-ce qu'on peut considérer que ce film finalement, il est plutôt bat, comme on disait à l'époque? Il me semble qu'il est ok, il m'a l'air in. Allez, okay. Moi, je pense même qu'il est assez grand pour nous trois. Hein. Ah, putain, on a trouvé. Le film est assez grand pour nous trois. C'est celui-là. Bon, les petits potes. C'est bien, c'est beau. Je vous fais des gros bisous. Je vais juste, avant de vous faire un bisou, comme vous l'entendez, la petite musique a commencé. Bertrand, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire quel film on va chroniquer oui, c'est vrai. Et en plus, là, c'est vraiment pas là rien. Pour le coup. Alors attendez, j'attrape ma petite feuille. J'attrape ma petite feuille. Alors ça, on l'a fait. Ah bah du coup, le prochain. Dis pas le prochain, dis pas celui d'après. Juste celui d'après, mais pas le prochain. Oui, alors du coup, je vous l'annonce, le film, ça sera